servez-vous un verre, mettez-vous à l'aise, prenez vos notes, votre micro, votre culotte, et c'est parti. Ça ne sera pas le pré-épisode, ok? Désolé. Et si on n'a pas de culotte? Eh ben, Tu veux qu'on clappe pour que tu t'en souviennes? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Hello. Ça va? Très bien. Hicham? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle. Oui, ça va. Un petit peu court. Oui. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Camille? Salut! Ça va? Bah ça va très bien, je voulais te dire que la couleur de ton pull est magnifique et s'accorde parfaitement bien avec la couleur de ta bonnette. C'est vrai. C'est vrai. Ah putain, c'est pas Encore faux. bonnette. Ouais. Pas mal, Voilà. pas mal. Tu es d'un chic fou, plus que d'habitude, pourtant c'est difficile. N'est-ce pas? Elle en fait des caisses, mais c'est l'ortie. Avec nous aujourd'hui, nous avons une invitée, c'est Maïva. Salut, Comment ça va? très bien. Ça va, tu t'es bien installé, on t'a bien reçu? Et oui, très très bien. Ah, cool. Alors Maïva, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais chez Ilias? Oui, parce que Que faites-vous dans notre salon? je suis parti ce matin, t'étais pas là, je suis rentré ce soir, t'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien moi je suis quelqu'un de curieux et qui s'intéresse aux sciences naturelles. Et je suis passionnée par les insectes et tout le monde des cabinets de curiosité. Donc c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Ah cool, on a hâte de voir ça. On vous passera d'ailleurs tous les liens nécessaires, notamment le lien du cabinet, Du Studiolo. du Studiolo de Maïva, où il y a des magnifiques images et vous pouvez vous procurer les créations qu'elle fait. Je pense que tu nous en parles. Oui, Cham, il y a Des YOLO papillons dans ce empaillés. Ils sont pas empaillés. Ok. Mais ouais, il y a des papillons, il n'y a pas de pupe encore, mais ça viendra. Ah mais si, peut-être des pupes. Peut-être. Des fois il y en a, des fois il y en a. Ah, c'est involontaire, Ça, ça, Hicham, il te faut une pupe empaillée. Tu es la personne. Une pub congelée Je suis peut-être. pas sûr qu'on Je utilise disais, le je terme pourrais faire ça. empaillé pour une pub. Du coup, laissons la surprise pour tout à l'heure. Et alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Déjà, de faire un petit point. On a fait un live la dernière fois, c'était très sympathique. On a pu vous avoir en direct et c'était très cool. Somme toute amusant. Mais ouais, c'était très très chouette. Et on a encore eu plein de retours de votre part, donc ça nous avait bien fait plaisir en direct et puis après. Et puis, on a finalement un lieu pour notre anniversaire du 25 mai. Oui. Ce sera au bar des Halles dans le 1er arrondissement. Tute les rageux, ce sera à Paris, désolé. On est Ouais. tous à Paris, donc on va pas aller le faire à Brest. Mais bientôt, un live en Franche-Comté, ne vous en faites pas, Oui. on arrive. 3 minutes, c'est ça? C'est ça. Un peu moins. Ah, 2,44. pas mal. Donc voilà, ce sera au bar des Halles. On n'a pas pu faire en province pour l'instant, malheureusement, ou en région, comme on dit. À Saint-Germain, Mais par contre, fou. on a fait le plus central possible, puisque ce sera dans le 1er arrondissement. Donc vous aurez toutes les infos, vous avez déjà toutes les infos sur l'événement Facebook, sur notre page, Sachant sur Twitter. qu'on nous a posé la question, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur l'événement Facebook. C'est une formalité Oui. pour nous, pour se faire une idée, mais Voilà. vous n'êtes pas obligé de donner vos datas à Facebook pour venir. Mais si vous pouvez, c'est quand même cool de nous prévenir pour qu'on voit à peu près combien de personnes il y aura, puisque on prévoit des surprises et on essaie d'en prévoir pour chacun et chacune. Donc voilà, si vous pouvez nous dire, ça nous ferait On plaisir. va forcément se planter, mais on essaie d'avoir une marge d'erreur. J'ai tellement hâte. Voilà. J'ai Venez, ça va tellement être cool. hâte de vous voir, de On a- te voir, toi qui nous écoutes, et ben j'ai Toi, hâte de te auditeur, voir. toi, Et auditrice. de te faire un bisou chaleureux sur la joue. Voilà, Et puis j'ai hâte. on a réservé tout le rez-de-chaussée pour nous, donc ça va être très très chouette. Bien. Du coup, cet anniversaire étant Le et- 25 ouais, et surtout annoncé, énoncé, de quoi on va parler aujourd'hui, On va commencer avec Camille. n'est-ce pas? Bah tiens, ça c'est étonnant. Oui. J'ai envie de Une dire. fois n'est pas coutume, de quoi tu veux nous parler? Eh bien moi aujourd'hui je vais vous parler de danse. Ok. Voilà. Allez, Quel type de danse? l'enfer de danse. Quoi? Oh, joli. Je la ramène pas à la maison, celle-là. je vais vous parler de danse et de jambes écartées. Non, précise. Je vais vous parler de French Cancan. Ok. Donc voilà, Très tous rassurés. Là, ça va mieux. Après, c'est Maïva qui va nous parler de. Des cabinets de curiosité. Parfait. Du coup, bien Ensuite. Ensuite, c'est toi. Oui, moi je vais vous parler des animaux de guerre. Donc c'est un peu malheureux, mais j'étais curieux de savoir quels usages on a fait des animaux pendant la guerre. Donc c'est pas tout à fait très à l'avantage de ces chères bêtes, mais Il va y avoir du mignon ou pas un peu quand Ah même. oui, genre un hamster de combat ou un truc comme ça. non, en vrai il y a Des zéro cordes. mignon. Par contre il y a beaucoup Ils crèvent de tous à la fin, je pense, fatalement.
Pas tous, je crois. Non, pas tous. Il y C'est a- vrai que les faucons bombardiers, ils sont. Non, il y a un type de truc qui crève pas, mais bon, je vous en dirai plus. Et D'accord. après, ça sera toi, il me semble. Après, ce sera. Moi, je vais vous parler du Daikaiju Eiga. C'est un style. Oui. de- un Poisson, style de- ça, non Très non, simple. Oui. c'est un style C'est un de manga, cinéma. C'est plus connu sous le nom de film de gros monstres géants. Ah, là, d'accord. trop Très Je bien. vous donnerai du détail tout à l'heure. Et ensuite, Ce sera Hicham. Ichouchou. Vu que mon dernier quiz s'est passé à merveille, vous m'avez tellement incroyable. aidé. Ah bah, t'es un game master de ouf, quoi. Ouais. Je me suis dit, allez, je vais retenter. Donc, je vais faire un quiz Le sur un mec qui sujet nage. très léger, la dictature. Très bien. Très bien, parfait. Jérôme Bonaldi. Alors, eh ben, on va peut-être commencer. Allez, C'est parti. Allez, on commence avec Camille. Mon pied, tu l'as vu mon pied? Oh là les jambes, oh là, ah, oh là, mes jambes, ah mes jambes. Et donc voilà. Voilà, je pense que ce jingle résume à peu près tout ce que vous pouvez penser du French Cancan. Merci Oh, bah, c'est pour fini, cette alors. chronique. Ah, excellente quoi blague, jamais faite dans un podcast. Allez, Continue. vas-y. Excuse-moi. Très bien, dis-nous tout. c'était hilarant. Donc alors moi j'aimerais vous parler du French Cancan, effectivement. Le French Cancan, ça vous évoque quoi aujourd'hui en quelques mots? Le Moulin Rouge. Ouais, le Moulin Rouge, ouais. Des grands jupons et des gambettes qui partent Yes. à la verticale, quoi. Ouais. Absolument. Toulouse-Lautrec. Ah, oh ah, monsieur a de la culture. Monsieur Ah. triche parce que monsieur connaît le programme. Et toi, Maëva, ça t'évoque quelque chose en particulier, le Ouais, French les Cancan jupons, la dentelle et tout les le jambes Lautrec. les petites jambes comme ça qui s'agitent C'est ça. dans tous les sens. Alors, le French Cancan, effectivement, c'est des jambes en l'air, c'est même la base, entre guillemets, de la danse. Et est-ce que vous avez, alors ça c'est ma question habituelle, d'après vous, de quand date le French Cancan à peu près? Si vous deviez Quand me- est-ce qu'il est 20e né siècle. ou quel était son âge d'or? Oui, et c'est vrai que c'est deux périodes différentes. On va dire quand est-ce que le French Cancan naît? 18 Moi, je dirais les années. Non. Ouais, Non. moi je dirais les années 30, Bah, mais j'essaye. peut-être né Ouais. avant quand même. 1930. Quoi, 1930, Oui, 1930, début donc du XXe siècle, oui. Ouais. Un siècle Oui. avant. Un C'est siècle vrai avant. Un siècle avant. 19e C'est siècle. vrai. Et oui, oui, C'était oui. pile poil entre les deux. Sauf que c'était les côtes de maille à la place des dentelles. Non, donc en fait, le cancan, apparemment, il est né dans les années 1820, sous la période de la Restauration. Donc en fait, à partir des années 1820, Napoléon Bonaparte chute et est exilé à Sainte-Hélène, donc il se prend sa petite retraite pépouze, et on a un roi de France qui remonte sur le trône, Louis XVIII, et qui va relancer, entre guillemets, une politique un petit peu puritaine, avec un retour de l'Église, un retour de la chasteté. bonne moralité, de la chasteté, cet âge d'or de la liberté de la femme que tu apprécies tant, Ilias. Ouais, qui me retourne Voilà. la bille à chaque fois. Exactement, les Godemicha à vapeur, tout ça, on va pas s'éterniser là-dessus, mais on est au début de ce retour, de cette période, mais on peut quand même continuer à faire un petit peu la fête, et donc c'est la période où vraiment on va commencer à avoir des petits bals qui vont se créer un petit peu partout, donc à défaut de duplex et de boîtes de nuit, eh bien on va au bal. Donc il y a pas mal de bals étudiants et de bals populaires, et dans ces bals, on a pas mal de couples qui dansent la quadrille. Donc la quadrille, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est très. C'est cardio. C'est carré. Ouais, exactement, ça s'appelait également vulgairement le galop. Et c'était une danse qu'on dansait à deux, en couple, et qui était effectivement super Les jambes qui partaient un peu dans tous les sens. super quoi. énergique. Très souvent, la cavalière, en fait, elle avait jamais les pieds qui Faisait touchaient un le sol. AVC. Non, mais le mec la portait tout le temps, et il courait dans tous les sens avec la nana qui portait. En gros, c'était un petit peu ça. Donc c'était une danse où on s'éclatait un petit peu. La jeunesse appréciait énormément ce type de danse. Et vers la fin des bals, quand tout le monde commençait à être un petit peu éméché. Alors aujourd'hui, dans ces types de soirées, eh bien, on passe les lacs du Connemara pour signifier Patrick que c'est la fin de la Sébastien, soirée. Voilà. Et bien, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait le chahut. C'est-à-dire que C'était le Ça y est. baroud d'honneur, quoi. Les mecs se jetaient leurs partenaires à travers la salle, Non. c'était beau. Non, c'est-à-dire que les femmes et les hommes qui voulaient pas participer se mettaient en cercle, et les cavaliers se retrouvaient seuls au milieu du cercle et se faisaient des petits freestyles, en fait, où ils dansaient. Mais ça partait vraiment dans tous les sens, c'est-à-dire on partait vraiment sur une danse qui nous est décrite comme une danse mais quasi épileptique, où non, mais Ouais, on se vraiment, vide on terminait. voilà, c'est du dubstep, franchement, quoi. on dansait On vraiment donnait dans, tout. dans tous les sens. On faisait notamment le dandinement du canard, donc c'est un son freestyle, on va l'appeler très rapidement le coin-coin.
Vous voyez où J'ai je pas veux en du venir. tout suivi ta dernière phrase. Alors, c'est une Bah, danse freestyle. les mecs en fait ils faisaient vraiment n'importe quoi, mais de Freestyle, l'improvisation là. totale, et puis au bout d'un moment ils se mettaient à quatre pattes et puis ils faisaient le canard quoi. Enfin, D'accord. voilà, donc là je suis en train, je l'ai T'as mimé, regardé quelle source et qu'est-ce que t'as pris avant de venir? mais Le je- canard. Ok, non, mais très bien. Voilà. Très bien. Je visualise. Voilà. On te Et, croit, mais c'est bien parce que c'est toi. Et donc il faisait ce fameux coin-coin. Et donc les bonnes femmes se disent, oh bah franchement c'est vraiment dommage que ce soit uniquement les hommes qui puissent s'éclater Faire le comme coin-coin. ça et faire Nous le aussi, on va faire coin-coin. coin-coin. Nous aussi, on veut faire coin-coin, exactement. C'est quand même vachement chouette. Et donc, les mois passent et au fil des balles, eh ben, on a des femmes qui vont, elles aussi, aller dans le cercle et qui vont commencer à soulever les jupons, à montrer un petit peu les jambes. Et ça va énormément choquer parce qu'on est dans une période où la danse est très codifiée et où la danse se danse en couple. Ouais. Seuls les hommes ont le droit de danser seuls. Ouais, parce que codifier canard quand même. Une bonne époque pour le féminisme. Mais cette là, fois. justement, comme je te le dis, ce chahut, c'est vraiment ce coin-coin. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on Elias, l'appelle. tu vas rigoler à chaque fois qu'elle va dire coin-coin. Ah oui, non, mais... Elle commence par en 1816 et puis après il faisait coin-coin quoi. Enfin, C'est le seul moment où c'est pas codifié, mais en dehors de ça, même le galop, c'était quelque chose de très codifié. Et donc on a des femmes qui se disent, bah nous aussi on veut danser ça, donc on se met à le danser, et ça choque parce que ce sont des femmes qui dansent seules, sans être conduites et dirigées par un homme. On Oh est dans là une là. période où les hommes dirigent tout, y compris les femmes lorsqu'elles dansent. Donc c'est le comble de l'outrecuidance. On se choque un peu, enfin l'opinion publique est assez rapidement choquée par ce type de choses. Donc on a les curieux qui s'entassent autour des femmes, qui sont en train de soulever leurs jupons. Ça devient extrêmement licencieux parce qu'en plus à cette époque-là on porte des culottes qui sont fendues. Donc vous imaginez qu'on voit absolument tout. Elles se mettent à faire la roue. Enfin ça part absolument dans tous les sens. Et on a pas mal de témoignages qui nous disent que comme elles avaient les jambes qui allaient dans tous les sens, les hommes se prenaient des coups de jambes dans la gueule. Il y avait des nez cassés, du sang qui giclait. Enfin, l'ambiance quoi. Ouais, vraiment, ça avait l'air vachement bien finalement. Voilà, on est vraiment sur une ambiance de dingue. Mais comme cette danse, elle est jugée licencieuse, eh bien, elle est très rapidement condamnée par l'Église et par les défenseurs de la morale, en quelque sorte. Donc, elle est très vite réprimée. Et si une vilaine gourgandine est prise sur le fait d'effectuer un chahut toute seule, eh bien, elle est arrêtée, elle est jugée et elle est immédiatement condamnée, soit à verser une amende, soit à un petit peu de prison. C'est étonnant comment ils se faisaient gauler. Enfin, il n'y avait pas les curés qui venaient dans la ronde faire du break, va des rétros. non mais il y avait Bah des non, balances mais t'as Oui, soit ça des balances dénonçait, et t'as, ouais, oui, et t'as des personnes de bonne moralité, entre guillemets, qui vont qui s'incruster se à ces rincent à petits l'œil, bals mais étudiants. c'était pour donner l'information. Moi, Donc du coup, le but du cancan, en fait, comme on va rapidement passer de coin-coin à cancan, hein, du coup. C'est Donc mieux. le but du cancan, voilà, pour te soulager, Ilias, je vais dire cancan à partir de on y a maintenant. gagné au change. Le but du cancan, c'est vraiment de rejeter toutes les formes de code, en fait, et de se laisser aller, de s'amuser, de s'éclater un petit peu. Et le cancan, c'est pas une danse, en fait, à cette époque-là, c'est un délit. Voilà, c'est tout simplement un délit. Vous dansez le cancan, pouf, arrestation, on vous envoie au poste. et Formidable. C'est voilà. comme si pour un dab, t'allais en garde. Ouais, un peu comme la En tectonique à quelque l'époque. sorte. Quoi. Donc là, on est dans les années, comme je vous l'ai dit, 1820. Arrivent les Trois Glorieuses. Qu'est-ce que les Trois Glorieuses ? C'est comme les 30 glorieuses, mais il y en a différents. Micheline, Ouais. Jacqueline et Mireille. Bah non. Presque. Et non, Simone, Ah, je l'ai Brunilt oublié. et Jacotte. Ah. C'est dommage. Jacotte, je l'aurais pas trouvé. tu vois. Pas mal. Elle a Donc- tenté le French Code, ça a moins marché. Oh mon dieu. Ça, c'est ballot. Allez, on la garde. Donc, les Trois Glorieuses, non, ce sont 3 jours en fait, hein, les Trois Glorieuses, le 27, 28 et 29 juillet 1830. C'est une révolution qui va faire gicler en fait du trône de France Charles X et on va mettre Louis-Philippe à la place. Qui va être un roi somme toute excessivement médiocre, hein, donc en gros ça n'a pas servi à grand chose, mais on est dans une période où il y a eu une nouvelle révolution, donc les mentalités commencent tout doucement à évoluer, et l'opinion publique va commencer à tolérer un petit peu plus le cancan, et les femmes notamment, pour elles en fait, eh bien, le cancan ça va devenir un symbole d'émancipation, de féminité, et voilà, de sortir un petit peu de ce joug que les hommes posaient un petit peu sur les femmes à l'époque. On entend me dire que le French Cancan était un outil féministe. Ah bah absolument, au début oui, mais ne parlons pas de French cancan, parlons du cancan. De cancan. Ça s'appelle le cancan, et non pas le French cancan, voilà. Donc c'est marrant parce que quand on pense à cancan, on pense très vite au Moulin Rouge, c'est ce que tu m'as dit. Alors Au que cabaret, le, quoi, de manière le, générale. On bah, pense aux danses provocatrices de style cabaret. les cabarets, oui, ils apparaissent très vite, enfin les cabarets cancans apparaissent vite, mais alors le Moulin Rouge, c'est un des derniers en fait, il apparaît, il est fondé très tardivement. Le cabaret, l'établissement en tout cas qui va vraiment populariser le cancan et le faire
accepté entre guillemets aux Parisiens, c'est ce qu'on appelait le bal Mabille. Donc le bal Mabille, ça n'existe plus depuis, je saurais pas vous dire quand ça a fermé, mais pour moi ça fait vraiment très très longtemps, parce que c'était quelque chose. Enfin moi, consiste en quoi ? C'était un établissement de danse, donc c'est-à-dire tu avais des cours de danse et le soir tu pouvais venir danser ou regarder les gens danser. C'était au niveau de l'actuelle avenue Montaigne, donc à cette époque-là un petit peu en extérieur de Paris. Et c'était un établissement qui va devenir très très huppé dans les années. Il ouvre en quelle année ? En 31. Donc dans les années 30, c'est extrêmement huppé parce qu'il y avait un éclairage au gaz. Donc tu pouvais venir danser toute la nuit, c'était éclairé, c'était dans un petit jardin, c'était super sympa, à l'air libre et tout, donc de quoi passer des soirées plutôt sympas. Et dans cet établissement, du coup, qui est super moderne, qui est vraiment la boîte à la mode, eh bien, on peut admirer des danseuses de cancan qui viennent se produire. Bon, sauf que, bien sûr, on conserve ce côté un petit peu puritain. Il faut quand même surveiller ce qui s'y passe. Donc, il y a un garde municipal, en fait, tous les jours qui est dans la salle et qui veille à ce que les mœurs soient à peu près correctes, qu'on voit pas trop le foin dépasser de la charrette de la culotte de la danseuse, en quelque sorte. Et ce garde municipal, on l'appelle le père la pudeur. Et donc, il a sermenté et il note si jamais il y a une danseuse qui va un petit peu trop loin. Alors, quand je vous dis danseuse, je vous parle aussi de danseur, parce qu'à cette époque, le cancan, ça se danse toujours à deux. C'est-à-dire, c'est les hommes qui font le chahut et les femmes qui font le chahut. Mais c'est un cancan qui se danse à deux. Ça devait être le sbeul sur scène. Ah bah, ça devait être un véritable Aujourd'hui, on appelle ça le foutoir, Mai Tai. Hein. Il y a un mec qui faisait coin-coin, une meuf qui faisait cancan. Les gens payaient pour voir ça. Et puis bah, effectivement, petit à petit, il y a d'autres établissements qui vont développer le cancan, comme l'Élysée-Montmartre, le Moulin Rouge, le Moulin de la Galette. Enfin voilà, ça va vraiment se développer. Et dans les années 1850, il y a une des danseuses du bal Mabille qui s'appelle Céleste Mogador, qui va codifier le cancan pour la toute première fois. Comme je vous ai dit, le but du cancan, c'était d'être une danse où il n'y avait aucune règle, en fait, où on s'émancipait des règles. Elle va quand même le codifier parce qu'elle se rend compte que ça devient super populaire. Et donc c'est elle qui va se dire, il faut que ce soit une danse plutôt pour les femmes. Donc à partir de ce moment-là, on va avoir très peu d'hommes qui vont se mettre à danser le cancan. Et elle va avoir l'idée de mettre plusieurs femmes, enfin des groupes de femmes qui vont danser le cancan, que ce soit pas une danse de solistes. Donc on n'est pas encore dans l'idée, vous savez, frontale du cancan, où toutes les nanas sont en ligne, à lever la jambe, etc. Mais on est quand même sur un groupe de 7-8 femmes. Exactement, et on remplace les culottes fendues par des culottes fermées, parce que quand même, voilà, si on est en train, un peu de pudeur, s'il vous plaît. Voilà, si on est en train d'institutionnaliser la chose, il faut quand même y aller un petit peu plus réglo. Et d'ailleurs, dans les mêmes années, donc dans les années 1850, il y a un célèbre compositeur français qui s'appelle Jacques Offenbach, que vous connaissez peut-être ou pas. Oui. Voilà, qui fait jouer son nouvel opéra bouffe à Paris qui s'appelle Orphée aux Enfers. Donc je crois qu'il le fait jouer, je vais peut-être vous dire une connerie, mais en 1858, il me semble. Et donc Orphée aux Enfers, c'est simplement l'histoire de la descente d'Orphée aux Enfers qui va récupérer sa zouze Eurydice, quoi. Oui. Voilà, c'est retourné le con, putain. Exactement. Si, c'est Orphée. Et en fait, Offenbach, il fait des opéras bouffe, donc c'est-à-dire des opéras où on rigole beaucoup, qui a beaucoup d'humour, qui partent un petit peu dans tous les sens. Et la version des Enfers d'Orphée, elle est super festive, c'est-à-dire que là-bas, qu'est-ce qu'on fait ? On danse le galop et la quadrille. Et donc, il va composer ce qu'il appelle le galop infernal, donc qui est dansé à un moment par toute la troupe dans son œuvre. Et c'est amusant parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la musique typique donc, qui était dans le jingle qu'on associe au French Cancan. Et qu'on associe au Moulin Rouge, notamment. Alors moi je l'ai pas vu, mais à cause du film Moulin Rouge qui est sorti, que j'ai jamais vu, avec Nicole Kidman, où apparemment dans le film ils expliquent plus ou moins qu'Offenbach l'a composé pour le Moulin Rouge. Bon, alors que lorsqu'on inaugure le Moulin Rouge, Offenbach il est mort depuis 10 ans, le pauvre vieux, donc il a jamais. Dans le film, c'est Christina Aguilera qui la chante. Oh mon dieu. Donc Offenbach n'a jamais composé cet air-là dans le but d'en faire un air de French Cancan, mais comme c'est enjoué, que ça swing, que ça va bien, c'était plutôt sympathique de danser le cancan là-dessus, mais à la base Offenbach l'a pas du tout composé pour, ça a été pompé en quelque sorte auprès d'Offenbach. Bref, donc grâce, comme je vous l'ai dit, à Céleste Mogador, le cancan ça se codifie, et on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc comme je vous l'ai dit, les messieurs, ils ne dansent plus le cancan, ils l'admirent. Et le cancan, du coup, c'est plus du tout une danse, ça devient vraiment un spectacle qu'on va voir, où on a du coup les hommes et les femmes qui sont séparés, les femmes sur scène, et les hommes qui sont assis à des tables avec des petites binouses, et qui regardent. On a les danseuses qui vont se professionnaliser de plus en plus, et qui vont effectuer des figures de plus en plus compliquées, parce que le cancan, à la base, c'est pas du tout dansé par des femmes
professionnel, hein. C'est dansé par la blanchisseuse du coin, donc vous vous Qui est doutez bourré bien. à 4h du mat à la fermeture de la boîte. C'est ça, donc vous vous doutez bien que du coup c'était moins spectaculaire que ce que ça peut être aujourd'hui, Ça pouvait être spectaculaire, je pense. n'est-ce pas ? Et ça a beau être codifié, on garde quand même une forme de souplesse, notamment dans l'ordre des figures qu'on va utiliser. C'est-à-dire même encore aujourd'hui, même si le cancan il est codifié, il n'y a pas une façon précise de danser le cancan. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'école de cancan, en fait. Donc Il n'y a pas la Cancan School. il n'y a Mais pas à la l'époque cancan ou school. maintenant Que ce soit à l'époque ou maintenant. C'est-à-dire que même maintenant, on va former les danseuses de cancan sur place. Je pense que tu peux trouver le gymnase de Jouy-en-Josas qui va te proposer des cours de cancan à ta fille de 12 ans, éventuellement, si tu en as envie. Je suis pas sûr. Mais Disons quoi, il faut l'apprendre très très jeune, le cancan. Si tu t'y mets après ton adolescence, Tu te fais un claquage direct. c'est un peu chaud. Mais par contre, il y a quand même des figures récurrentes qu'on retrouve dans le cancan. Le salto, Alors, le t'as triple lutz. t'as la grand roue. écart. T'as ce fameux grand écart qui, moi, m'horrifie à chaque Ouais. fois que je le vois, parce que c'est un grand écart où elles prennent un putain d'élan et à chaque fois, je me dis, elles doivent se faire Ligament. super mal Je à pensais pas au l'entrejambe. ligament, ouais. Ouais, je pensais pas au Voilà, ligament. moi je pense pas du tout au ligament, moi je pense vraiment à l'entrejambe parce qu'elles y vont franco-polo quoi, hein, donc bam, Vas-y, comment Quoi, hein franco-polo, Franco. Bien. Ok. voilà. Cache pistache. Voilà, donc il y a la figure du port d'armes aussi, qui est une des plus connues, bah si, ça s'appelle comme ça, mais où elle lève la jambe en fait en continuité du buste et elles le tiennent comme un soldat qui tient son fusil en fait, voilà, bon c'est pas très... Et après, elles prennent leurs jambes à 90 degrés. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Et donc, il faut attendre 1889 pour que le Moulin Rouge ouvre ses portes. Et le Moulin Rouge, il va vraiment contribuer à réconcilier Cancan et haute société. Parce que même si le cancan s'était popularisé, ça restait vraiment une danse entre guillemets de pute en fait. Hein. On estimait que c'était une danse pour les filles de petite vertu, parce qu'on montrait ses jambes. On est à une époque où montrer ta cheville, c'est quand même un petit peu... la coureuse de rempart, Oh, la mon gourgandine. Dieu, Bien voilà, cavalière. quelle gourgandine. Donc le Moulin Rouge, en fait, l'idée du Moulin Rouge à la base, je sais pas si vous le saviez, mais c'était de faire venir des gens de la haute et de leur faire passer une soirée avec le Paris canaille en quelque sorte. Oui. Donc en fait, on payait des comédiens qui jouaient des rôles de brigands, de putes, et les gens de la haute avaient l'impression qu'ils avaient passé une soirée dans le 9-3 ou à Sartreville. Enfin voilà, c'est assez marrant. C'était un genre de rendez-vous en terre inconnue dans les bas-fonds. Voilà. Et on a les premières stars du cancan qui vont apparaître. Donc on a Grille d'égout, qui va être une des seules à fonder son... Ça brille les goûts. Oui, elle Oh, s'appelait quel comme ça honneur. parce qu'elle avait des gros écarts entre les dents. Ah. Alors ceci dit, ça aurait pu être pire, ça va. On va Voilà, s'estimer donc heureux. la fameuse Nini patte en l'air, sauterelle et la célèbre La Goulue. Voilà. Et c'est à partir du Moulin Rouge qu'on va associer le cancan aux airs d'Offenbach. Voilà, c'est vraiment le Moulin Rouge qui va se dire allez, on n'a pas d'inspiration pour créer de la musique, on pompe le Offenbach, Il c'est fallait parti. un host, hop, c'est parti. Et alors, rappelez-vous, je crois que c'était à l'épisode 1, je vous avais fait un sujet sur la prostitution. Oui, Absolument. exactement. Et je vous avais parlé, si je me rappelle bien, des genres de guides de routard du sexe qu'on Oui, pouvait acheter à tout à Paris. fait, ouais. Voilà. Et donc, le guide des plaisirs de Paris, c'est comme ça qu'il s'appelle, de 1898, nous donne une petite description des danseuses de cancan et ils disent, ouvrez les guillemets, une armée de jeunes filles qui sont là pour danser ce divin chahut parisien avec, comme sa réputation l'exige, une élasticité lorsqu'elles lancent leurs jambes en l'air qui nous laisse présager une souplesse morale au moins égale. Oh, Donc mon en Dieu. gros, voilà quoi, Ok. elles écartent les jambes, c'est des putes. Voilà, C'est en ça. quelque sorte. Putain, mais. Et les hommes dans tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, le cancan, il se danse de moins en moins à deux. Il concerne presque exclusivement les femmes à la fin du 19e. Donc, il y a très très peu de danseurs de cancan qui sont rentrés dans l'histoire. Il y en a un, pour tout vous dire en fait, qui est rentré dans l'histoire. Il y a un seul danseur de cancan que la postérité reconnaît. C'est le célèbre Edmé Étienne Jules Renaudin. Le Voilà. fameux. Oui, Bah oui, le fameux, Célèbre. connu sous le nom à l'époque de Valentin le Désossé. Oh mon Dieu. C'est ignoble. Voilà. Oui. On parlait taxidermie Bah, entre nous tout à l'heure, je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Ah, vaut mieux le Valentin le désossé que Micheline à la jambe légère. Quoi. Donc, qui était un danseur contentionniste du bal Mabille, de l'Élysée-Montmartre, et ensuite il est devenu partenaire de danse de la Goulue au Moulin Rouge, donc du coup ça a fait exploser son compte Son Twitter. CV, bah oui, forcément. Exactement. Et en fait, on raconte à l'époque qu'il avait des membres en caoutchouc. Alors, le pauvre vieux, ça aurait pas été excessivement pratique. On sait aujourd'hui qu'en fait, il souffrait du syndrome d'Ehlers dans l'os. D'ailleurs, c'est RT marrant. cité hyperlaxe. Ehlers dans l'os, c'est marrant. Ouais, Non, ouais. Valentin Désossé, pardon. Voilà, moi j'ai Ok. trouvé ça drôle. Donc oui, qui est une Non, mais c'est maladie bien, qui c'est bien. provoque une hyperlaxité des articulations. Voilà. Là, c'est drôle. Là, d'accord. Quelle horreur. Donc voilà. Alors aujourd'hui, le French Cancan, il
perdure. Il perdure essentiellement d'ailleurs dans des cabarets où on va pas parce que ça coûte une blinde, mais de type effectivement Moulin Rouge en fait. C'est considéré, enfin moi en tout cas j'en ai une image super kitsch du French Cancan. Je sais pas pour je vous, pense que c'est mais un truc à touriste. pour moi on est vraiment sur la Très touristique, kitschitude au top du top. C'est à faire une fois. Oui, non mais je suis d'accord avec toi, c'est à faire une fois. Et c'est un souvenir du Paris festif, frivole, de la belle époque. Ça attire énormément les touristes étrangers. C'est vrai que nous, Parisiens, on s'en rend pas compte, mais le Moulin Rouge, je pense qu'il fait vraiment bien ça le sûr, comble c'est tous les surconnu, soirs. Quoi. ouais. C'est assez hallucinant. Puis honnêtement, même nous, qui à 2h du matin, avec je ne sais pas combien de coupes de champagne dans le nez, n'irait pas claquer des mains sur. Ah mais si, mais moi sur j'irais. Offenbach, mais oui, bien sûr. Ça c'est clair et net. Et alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le French Cancan et non plus le coin-coin ou le cancan tout simplement? Eh bien, c'était super fun. Parce qu'il fallait déposer une marque. Eh bien non, parce qu'à la fin du 19e siècle, on a un Anglais qui s'appelle Charles Morton, qui est un des fondateurs du musical en fait, qui est à Paris, qui voit ces petites nanas en train de lever les jambes dans tous les sens et il se dit mais c'est un truc de ouf, il faut absolument que j'amène ça à Londres. Yes, I love it. Brilliant. Et donc le mec qui ramène ça en pleine époque victorienne à Londres, donc à l'époque Dans où le la plus femme grand est des juste calmes. une sous-merde qui fait la vaisselle et où on invente où on invente le godemicha à vapeur à cette Ah. époque-là. Donc vraiment c'est pour te dire à quel point Ça me laisse un sale souvenir. à quel point c'est vraiment une période puribonde. Et donc, il va inventer cette French Cancan dans des bars à putes, en fait, en quelque sorte, à Londres. Et c'est lui qui va vraiment former la chorus line, en fait, des danseuses et qui va créer le French Cancan qu'on joue aujourd'hui. Ce qui est un truc moins dangereux finalement. Le fait d'avoir tout le monde dans le Oui, même sens. puis sur une estrade, etc. Mais avant, c'est vrai que le French Cancan, les dames étaient toutes dos à dos en cercle. Elles formaient un cercle et les hommes formaient un cercle autour. Et là, oui, donc il suffisait qu'un coup de pied mal placé, bim, voilà. C'était un moyen de défense en fait. Ça se trouve, c'est parti de là. Ça se trouve, toute cette c'est histoire vrai. n'est pas vraie et que c'était juste un moyen de se défendre entre femmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment. Exactement. On a vraiment une image de cancan qu'on observe où les femmes sont en ligne et dansent le cancan, alors que vraiment à la base et pendant le premier siècle quasiment de l'existence du cancan, c'était une danse qu'on dansait seule, en groupe, en couple. Mais c'était quelque chose auquel on participait, mais c'est vraiment ce Charles Morton qui va niquer l'image du cancan et qui va définitivement en faire un spectacle. Et puis comme disait Juan, un peu comme les cercles de hip-hop ou de breakdance, en mode il y en a un qui se chauffe, tu fais allez, battle. C'est vrai. Et juste un dernier truc, j'ai trouvé ça marrant. Il y a une marque de supermarché aux États-Unis qui s'appelle ShopRite. Donc, Oui. moi, je connaissais pas ShopRite. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'en voir quand j'étais à San Moi, Francisco, je ou en tout cas, je ne m'en rappelle pas, mais voilà. Et en fait, ils utilisent le French Cancan depuis plus de 50 ans pour animer leurs soldes. Donc, ils ont des danseuses de French Cancan qui débarquent et tout pour les soldes. Hop, l'écran plat. Moi, Tu vois 50%. Parce qu'en fait, ils en ont fait un jeu de mots, ça s'appelle le Can Sales. Et c'est boîte de conserve. Mais oui. Voilà. Et ils sont futés les Américains. Je pas quoi. Et ça existe encore, donc si vous voulez voir du vrai French Cancan américain, et ben il faut aller dans les périodes de soldes aux États-Unis chez ShopRite pour acheter tes Can Sales. Sur YouTube. C'est peut-être moins long que d'aller au Moulin Rouge. Eh bah cool. Parfait. Donc, bien. Faut information acheter ça en principale, le French Cancan. Cancan, ça vient de Coin. coin. Incroyable. Ouais, ça va tout vous gâcher. Moi, j'aurais plus tendance à aller sur YouTube pour voir du Can Sale qu'aux US parce que ça coûte moins cher. Mais l'information est intéressante. Bah Il est oui, vrai. oui, on sait jamais. Sur ce, ne passerait-on pas au sujet de Maïva? Allons-y. Je collectionne sport, moisissure et amanite. Ton père fait collection de louches. Curieux. Et voilà, et moi je vais vous présenter Des mon louches sujet qui est un peu sans transition avec les jambes en l'air, parce qu'il n'y a pas de ça dans la collection de curiosités, même si ça pourrait. Et oui, la curiosité, ça existe depuis toujours, et moi j'ai attrapé le virus depuis que je suis toute petite. Donc voilà, avec ma loupe, j'ai passé mes vacances d'été à quatre pattes dans l'herbe, à cramer les fourmis et Oh mon dieu, quelle horreur! et aussi à mettre plein de trucs dans des boîtes, à tester avec des plantes de tout type pour voir ce que ça allait donner et puis avoir les petites chrysalides devenir papillons et voilà. Puis les cramer encore après. Et donc ça fonctionne vraiment de cramer les fourmis avec une louche? Bien sûr. Une loupe? Une loupe Pardon. avec une louche. Ah, ça marche, mais c'est plus violent. Rester Quoi. aux louches. Et oui, ça marche, tu pourras essayer. Mais Ah mon dieu! Je sais pas si t'as prévu. Est-ce que tu peux résumer très rapidement ce que c'est qu'un cabinet de curiosité? alors, un cabinet de curiosité, c'est vraiment un endroit, une chambre des merveilles qui naît à la Renaissance italienne, en fait. Ils appellent ça le studiolo à l'époque. Et c'est une toute petite pièce dans une villa où un propriétaire, souvent riche,
vraiment ramène toutes ces trouvailles de voyage, les œuvres d'art qu'il a chinées, etc. Et c'est une grande fierté, il les expose et surtout ça a une fonction un peu didactique, donc ça sert à érudir le monde de l'élite de cette grande famille. C'est la version en fait un petit peu plus élaborée de notre tiroir fourre-tout qu'on a dans l'entrée où tu J'allais mets les dire, c'est- coquillages que tu as ramenés de j'allais dire, c'est vacances, ce genre de l'ancêtre la choses. soirée diapo. C'est ça. mais, Moi, je pense plus au comment ça s'appelait déjà, c'est les cabinets d'anatomie, non, ou de Ouais. où Ça existe on vraiment. expose des êtres humains et ouais. Ça existe encore, ouais. Et on montrait des êtres humains sous diverses formes et divers états pour montrer comment était fait le corps humain, en fait, simplement. Et c'était utilisé dans les écoles de médecine, en fait. C'est ça. Et pardon, je te laisse. Ouais, t'as toutes les assemblées qui regardaient les dissections là sur le. Ouais, je crois que c'est à Bologne où t'as Ouais. encore l'université où tu peux voir la table de dissection et C'est tout. ça. C'était un petit peu cracra quand j'étais allée. T'es sûr. Bref, oh purée. On s'intéresse. Oui, Philippe. Bonjour, ici votre voisin Philippe Digression. Oui. J'ai appelé pour vous dire que je crois que vous digressez. On a remarqué. Oui, Il c'est bon là. Il a Louis Au revoir, au revoir. Au revoir. Dis tout le temps la Reprends même chose, Maëva, je Philippe. t'en prie. Vivement qui déménage. Donc, effectivement, les cabinets de curiosité naissent à la Renaissance italienne. Et à cette époque, en fait, on cherche à dresser un peu un inventaire du monde en rassemblant les objets, les animaux, les plantes, les minéraux. Et donc, c'est le projet de nombreux honnêtes hommes à travers l'histoire. Et en fait, c'est une quête profondément humaine de curiosité et d'un esprit de collection qui peut se manifester sous plein de formes. Et à l'époque, c'est un peu ce qui différencie le collectionneur de l'artiste encore, puisque le collectionneur, c'est l'amateur au sens de celui qui aime et celui qui cherche à être un arrangeur de monde, alors que l'artiste est le concepteur d'une œuvre ex nihilo, à savoir sortie du néant. Voilà, et donc à l'époque, la collection est un peu le théâtre du monde et tente de capter une vision panoramique des savoirs du temps. C'est un peu l'époque des Lumières, l'époque des grands voyageurs, de la découverte de terres inconnues, où évidemment tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit est complètement inconnu et en fait on en ramène des gravures sur lesquelles on fait on construit des tas de mythes, des tas de légendes complètement abracadabrantesques. Mon époque préférée. On va ramener des tellement aimé. preuves de ce qui s'est passé autre part et en plus on peut le partager aux autres. C'est ça. Et c'était en plus, tu mets un signe de richesse et de pouvoir de dire ok, moi Bien j'ai sûr. accès à ça. Et, Bien sûr, c'était vraiment les princes, leur grandeur se mesurait à leur collection. Donc, Oui, j'imagine que René, 28 ans, charcutier à Nogent-le-Rotrou, il a pas de cabinet de curiosité dans l'arrière de. avec des vers de Non. terre, Ça ça hutte, n'intéressait personne. Non, pas vraiment, non. C'est vrai que c'était réservé plutôt à une élite, ce qui en fait va complètement se transformer par la suite parce que le cabinet de curiosité, c'est avant tout l'ancêtre du musée. Et le musée, c'était quoi ? C'était pour démocratiser la connaissance du monde à tout le monde, quoi. Donc, c'est plutôt aller vers ça ensuite, mais à la base, c'était vraiment pour une élite qui voulait montrer ce qu'elle possédait. C'était plutôt la possession de collectionneurs avides de la nouveauté, quoi. Parce que le principe, c'est qu'en gros, j'imagine que les personnes qui avaient les moyens d'avoir des cabinets de curiosité faisaient pas mal de réceptions, et donc le petit tour obligatoire de la réception, c'était le cabinet de curiosité où on passait C'est ça. 1 heure à expliquer. Alors ça, je l'ai trouvé en Afrique, c'est machin. ça. Ça devait être vraiment trop bien. Et en Carrément. plus, généralement, c'était des commanditaires qui voulaient exacerber leur personnalité, donc qui faisaient venir des grands artistes de l'époque, comme des très grands peintres de la Renaissance italienne, et qui faisaient décorer le cabinet avec ses peintures, ses sculptures, et donc ça servait aussi à montrer leur rang social et leur position. C'est pas comme dans le dernier épisode de Black Mirror, je sais pas si vous l'avez vu. No spoil. No spoil. Non, mais il se passe, ça se passe dans No spoil. dans une salle. Oui, un cabinet de curiosité de Voilà, meurtre, c'est un cabinet de curiosité du coup. en quelque sorte. D'accord, ok. Merci. Donc c'est à la fois alors, scientifique, historique, artistique. C'est ça. Mais c'est surtout artistique au départ, parce qu'en fait, tout est désordonné, non ordonné, alors qu'ensuite, comme je le disais, ça va plutôt vers les musées, et là, ça devient de façon ordonnée. Et donc, on ordonne ça suivant plusieurs catégories, qui sont les naturalia, donc tout ce qui vient de la nature, les artificialia, qui sont des objets créés par l'homme. Des fois, en fait, c'est des objets, des sculptures, des médailles, des choses comme ça. Et puis, on a aussi les exotica qui sont ramenés massivement par les voyageurs du monde entier. Et là, du coup, on commence à ordonner, à classer. Ça va aussi avec toute la philosophie des Lumières, où en fait, on a récolté des tas de trucs, mais maintenant, il faut les classer autrement que par ordre alphabétique ou par taille. Et voilà, on cherche un ordonnancement du monde qui soit plus
on cherche à global. comprendre, à cartographier un peu. Ce Voilà. qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu comme un herbier au final. C'est ça. Pour certaines, en tout cas certaines espèces qui tiennent dans un herbier, parce que il y a d'autres où ça rentre pas. C'est ça. Moi, je me posais une question, je sais pas si c'est le bon moment pour la poser, mais par rapport au faux. Parce qu'à l'époque alors on va dire la grande époque des cabinets de curiosité, où on pouvait voyager dans le monde et ramener des curiosités, je me demande la propension de faussaires qu'il pouvait y avoir, qui s'inventaient des découvertes. Je pense qu'il y en avait beaucoup. Ça, c'est sûr. Et ils en profitaient bien parce que, par exemple, la sirène, la licorne, etc., Ah ouais. je pourrais vous en parler. Il y avait de nombreux mythes qui circulaient déjà sur les minéraux. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler du bézoard, n'est-ce pas ? Ah bah oui. Le bézoard qui est un objet indispensable des cabinets princiers. J'allais dire non. Pas Hicham Moi non ni plus. Ilyes, Ah, non. visiblement. Donc, Qu'est-ce qu'un bézoard voilà. Eh bien, un bézoard, c'est un corps étranger, une pierre, qui entre dans l'appareil digestif de certains animaux, souvent des oiseaux, et autour duquel se forment des couches concentriques. En fait, c'est un calcul. Ok. Et lorsqu'il atteint ou dépasse la grosseur d'un œuf de poule, il constitue un objet d'immense valeur. On dit d'ailleurs qu'il a des vertus curatives et on le transforme en poudre qui a une valeur inestimable et on dit qu'il soigne des maladies très graves, qu'il cure des poisons, etc. Comme la corne de licorne d'ailleurs. Alors qu'en fait, c'est un bout de C'est calcul une dent- calcifié. Du tout, c'est une dent de narval. Ouais, c'est une dent de narval, ouais. C'est ça. Normal, Mais, c'est le phoque avec une corne, c'est ça là? C'est ça, c'est un Exactement, poisson. c'est- C'est un genre pas de, mal, c'est c'est un genre plutôt de ça. dauphin avec une corne, ouais, C'est ça. je crois. Dans le monde végétal, de même, il y a des plantes un peu étranges comme la mandragore, dont vous avez sans doute entendu Mhm. parler. Ah oui. La plante qui crie, ouais. C'est ça. tu laisses Ah, un non, peu. c'est rapporté, Non, ça, c'est c'est rapporté à autre une chose. vraie plante, il me semble. Oui, il me semble que la mandragore, ça existe Une espèce de vraiment. plante avec des grosses feuilles C'est qui ça. montent là, qui sont. Bon, je fais un truc très visuel, donc ça n'a aucun sens, mais voilà. Il bouge les bras. Et c'est vrai on en parle dans Harry Potter de cette mandragore. Et elle a traversé le temps parce qu'elle était extrêmement recherchée pour ses propriétés extraordinaires. Et en fait, c'était des racines qui rappellent une forme humaine, un peu comme une carotte déformée. Des fois, on fait « Oh, on dirait un petit bonhomme ». Et à l'époque, au Moyen-Âge, on croit qu'elle provient du sperme et des liquides résiduels des pendus Des et pendus, autres ouais. condamnés à mort. Mais oui, c'est vrai. C'est pour ça Oui. qu'on pense jamais entendu qu'elle... cette histoire. Qui a pensé ça? Genre, Si, il y a- mais il y a parce un qu'en peu fait, tordu, non, hein. c'est vrai, mais en fait, quand on te pend, Oui, l'arrêt tu éjacules. d'orchodale. Oui, d'ailleurs. Et donc, du coup, on pensait que les mandragores naissaient en bas des potences avec les. C'est un mélange d'humains et spermes de pendus. plantes, quoi. Au secours. Je déteste cette période. Vraiment, je la déteste. C'est genre, il y avait un gars qui marchait avec un flocon. Et, flacon. un flacon. Un flacon et il te Je ne sais pas où ça va, mais je sens que ça va être super. Bah, en Vas-y, fait, continue. t'étais surtout jugée sorcière et on te brûlait sur un bûcher, en fait. Mais D'accord. Merci. après, dans le monde animal, il y en a des pas mal aussi. Par exemple, bon, déjà, pour raison de conservation, généralement, dans le cabinet de curiosité, il n'y a pas d'animaux au départ. C'est surtout des os, des choses dures et facilement conservables. Donc des squelettes, des mâchoires, Et après, peu après, est inventé l'art de la taxidermie. Donc avec, au départ, des savons à l'arsenic. Ça apparaît à peu près à quelle époque la taxidermie? Je me suis toujours demandé. Ça apparaît même au Moyen-Âge. Ah, Mais en fait, on les conserve très très mal parce que c'est conservé avec du sel d'Alain, des choses comme ça. Donc en fait, c'est pas durable et c'est vite attaqué par des mythes, des pupes et compagnie. Et en fait, du coup, il faut ont faim, attendre les les années 1750 pour que soit inventé le savon à l'arsenic. D'accord, ok. Et là, un du peu coup, de sucre en Oh putain, je l'attends. c'est ça. Et là, ça conserve vraiment bien. Et c'est comme ça qu'on a conservé le dernier dodo. Et oui. Celui trop la qui est, classe. qui est visible du coup au muséum. Et non, malheureusement, Non, parce qu'il a je crois que été c'est un brûlé. faux, celui qui. Ah, c'est un faux. Parce qu'il y a beaucoup de collections comme ça à l'arsenic qui ont été restaurées. Et il y a des gens qui sont morts en les restaurant parce que c'est toxique. Ah ouais, l'arsenic, Forcément. Voilà. Et du coup, en fait, ils ont été brûlés. Et il y a comme ça, le dernier dodo a été brûlé et quelqu'un a eu l'intelligence de sauver son bec et une patte. Donc c'est tout ce qui nous reste du dernier dodo. Il y a cool, le aucun pauvre. dans le monde, il y a aucun dodo empaillé. Non. C'était à Paris C'est qu'il y que des avait le répliques. dernier et il a cramé. C'est que des répliques. Ouais. Ah ouais. Ouais, Est-ce ouais. que celui qui se trouve à la Grande Galerie de l'Évolution, c'est le bec et la patte originale ou c'est une Alors je ne sais reconstitution pas complète si ça a été remonté sur un. Et c'est un peu pointu comme question, je te l'accorde. Mais c'est possible, c'est possible. Ou sinon, c'est une Je m'en restitution. renseignerai. Après, un dodo, c'est un genre de grosse oie. Enfin, si je me rappelle en termes de taille. Un lama. Plus classe. C'est plus un toucan poulet. Non mais Oh. non mais en taille, t'es pas sur le gabarit du noix un peu pour un dodo? On vous Une fera grosse ouais, mouette, c'est on c'est fera ça. un sujet Ouais, sur je les vois. dodos, je pense. Voilà, on se Ah mais oui, renseignera. sans déconner, j'aimerais bien.
Et donc par rapport au monde animal, par exemple, on a le rémora. Est-ce que vous savez ce que c'est le rémora? Aucune idée. Le nom me dit quelque chose. C'est un rongeur. Non, c'est un poisson. J'allais le dire. C'est un poisson dont la tête est pourvue d'un disque adhésif qui lui permet de s'attacher à de plus gros poissons. Et donc, c'est un animal caractéristique des cabinets de curiosité. On le recherche non pas pour son aspect, mais pour ses propriétés fantastiques. On croit à l'époque qu'il est capable de faire obstacle à des navires en pleine course. Oui, voilà. Bien évidemment. Et ça fait quelle taille à peu près? J'imagine que c'est pas plus grand qu'un requin en tout cas. Enfin, c'est... Ouais, donc dans tous les cas, faut un petit navire, quoi. Ouais. Voilà. Navire. Donc on fantasme beaucoup à l'époque. Peut-être que le Titanic s'est bouffé un rémora. Peut-être en fait. Et le clou des cabinets de curiosité, c'est quand même le crocodile et les tortues, qui sont vraiment des animaux super étranges, parce qu'à l'époque, on ne sait pas si c'est des quadrupèdes, on ne sait pas si c'est des animaux marins, ou en même temps des lézards qui sont hors de l'eau, ils sont un peu tout à la fois. Ça fait des superbes tables basses. C'est ça. Et en plus... quand tu l'accroches au plafond, c'est quand même plus classe. Ça me ferait flipper. Ils préfèrent les accrocher au plafond. Et à chaque fois que c'est cité dans des mythes comme avec Pline l'Ancien ou dans l'Odyssée. J'en parle juste après, pardon, vas-y. Voilà. Eh bien, c'est encore plus demandé, quoi. C'est un peu comme les reliques religieuses, quoi. Ah oui, ouais. On s'arrache certains trucs comme ça. Le Saint-Père. Dont on ne sait rien. Au plafond. Il y a beaucoup de faux, effectivement, qui sont créés comme des sirènes qui sont créées de toutes pièces. Mais oui, ça, c'est incroyable, ça. Voilà. C'est pas des bébés sirènes, quoi. Mais elles sont flippantes. Je veux dire, il y a des sirènes qui sont conservées, je sais plus où, à Copenhague ou dans les pays un petit peu plus scandinaves. Et elles sont vraiment badass, quoi. Les dauphins empaillés aussi, ça fait flipper. Non, mais les sirènes qu'ils ont créées, elles sont dégueulasses, quoi. Est-ce que t'as compris sa blague? Parce qu'il attend que tu rigoles. C'était quoi? Flipper, le dauphin. Ah merde! Voilà. Merci, on enchaîne. Maëva, je t'en prie. Mais ça fait partie en fait d'une catégorie d'objets importants du cabinet de curiosité qui sont les monstres en fait. Parce qu'on a aussi cette partie-là qui est un peu plus morbide, où en fait on garde tous les cyclopes, tous les siamois, enfin les espèces de trucs un peu mutants avec un seul crâne pour 2 corps ou des choses comme ça. Et il y a aussi des faux qui sont fabriqués parce que ça a un engouement tel que on ne sait pas l'expliquer en fait. Ah oui, quand tu scientifiquement dis à l'époque. cyclope, c'est au sens. C'est vraiment des animaux qui naissent avec un œil. Oui, ok, d'accord. Je me suis impressionné. Voilà, ils n'ont pas été exposés à de la radioactivité pourtant à l'époque, mais voilà, c'est pourtant le cas et ça s'arrache à l'époque. Mais du coup, je me demande, est-ce que le fait de, on va dire, créer des œuvres, justement créer des œuvres à part, pas faire de la taxidermie, mais créer quelque chose, est-ce que ça a sa place dans un cabinet de curiosité ou pas? Pas à base d'animaux réels, mais juste à base de tout derrière. Oui, parce qu'au final, l'objectif du cabinet de curiosité, c'est de rassembler dans une pièce des choses qu'on comprend pas, qui nous font peur et en même temps qui nous émerveillent. Donc, ça peut être aussi bien un bocal avec des yeux dedans qu'un papillon absolument magnifique. Voilà, c'est un peu un assemblage éclectique de plein de choses, mais qui nous émerveillent et qui nous terrifient aussi, parce qu'on ne peut pas les expliquer à l'époque, et encore aujourd'hui, parce que ça relève du morbide, du glauque. Ouais, c'est censé faire réagir, quoi. Voilà, ça fait des réactions un peu épidermiques, quoi. Donc voilà, en fait, le cabinet de curiosité, c'est ça, c'est unifier les pluralités en un même lieu où les objets venus d'ailleurs, déplacés et rassemblés, semblent pouvoir livrer de nouvelles définitions du monde et de la culture. C'est ça la France qu'on veut, voilà, pluralité au même endroit. Très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi ça redevient à la mode? C'est ça, un peu la question. C'est, je sais pas, peut-être que dans cette société où il y a énormément... vraiment un courant qui est... Ouais, ça redevient sur vraiment... le craft, même on en parlait, la taxidermie et tout ça. C'est ça, revient. même les crânes, les vanités, les choses comme ça, ça fait partie de la décoration. Aujourd'hui, ça revient un peu que ce soit dans les salons chics comme dans la décoration de tout le monde. Et en fait, je sais pas, moi j'explique ça un peu parce que dans ce monde où on est bombardé d'images en permanence, on a besoin d'un petit retour au rêve, un retour à ce besoin d'infini, de variations multiples, une espèce de structure expansive par excellence qu'est la collection. Et c'est ininterrompu, et à la fois c'est une vitrine sur le monde et le temps qui passe, qui nous fascine et qui nous fait peur encore. Et voilà, c'est aussi la collection, la passion de la collection. Quand on mord dedans, c'est fini, quoi. Et donc c'est un peu ce qui m'est arrivé.
Et du coup, j'ai commencé à collectionner les papillons de façon scientifique tout d'abord, et puis ensuite il y a eu de la casse. Quand je les préparais, j'avais pas envie de les jeter. Je suis tombée amoureuse de ces petites bêtes, quoi. Et donc j'ai commencé à les assembler en création. Et voilà, je crée des espèces de chimères ou des espèces de montages, on va dire, qui dégagent une esthétique, mais qui parlent aussi des sciences naturelles. Et donc je chine pas mal d'objets, des globes de verre, et je fais des représentations, des choses un peu sculpturales sous ces globes de verre. Trop cool. Que j'expose et que je vends. Et voilà, pour dire aux gens, regardez comme c'est beau, on est en train un peu de les détruire, donc... Ouais, c'est important de le montrer. Voilà, faut y faire au moins un peu attention, s'y intéresser, savoir ce que c'est. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qu'on sait pas. Je suis partie au Pérou, j'ai découvert des trucs qui ressemblaient plus à des aliens qu'à des chenilles, mais je m'arrêtais tous les 2 mètres et il y avait des trucs à voir partout. Voilà, j'aurais envie de faire cours à des petits gamins et de leur dire regardez ça, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est pas juste oh la vilaine chenille, il faut l'écraser, papy il a dit que ça mangeait ses choux donc il faut la niquer. Mais voilà, et puis mettre de l'anti-limace partout, mais non, il faut savoir poser plus de questions, être curieux, aller plus loin, et je pense que ça c'est important. Et si je peux faire passer ce message, voilà, intéressez-vous à ça, et moi je peux vous raconter plein de trucs, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de parler papillons, insectes et bestioles rampantes, galopantes et poilues. Alors, où peut-on te contacter ? Vous pouvez me contacter, donc j'ai une page Instagram qui est intitulée Studiolo ou Maeve Art Boutique. Donc je pense qu'on vous communiquera oui, bien sûr. tout ça de façon écrite. On a vu son site, il est magnifique. Super, merci beaucoup. Et mon site, du coup, c'est Studiolo, comme les studioli italiens, parce que vraiment, ça mixe architecture et curiosité. Et je pense que c'est important, déjà, moi, j'aime créer ces objets, mais ce qu'il faut, c'est les mettre en valeur dans un bel endroit, une belle atmosphère. Et ça, c'est quelque chose qui se crée aussi, qui se pense aussi. Donc voilà, c'est l'objectif. Et si vous pouvez venir voir et venir faire cette expérience de la curiosité dans un studiolo que je crée, vous serez curieux et comblé de découvrir cet univers. Et tu me donnes envie, là, en tout cas. Je pense que le message est passé. Pour y être allé, oui, c'est très curieux. Bah, c'est trop cool, merci. Merci Maëva, c'était très très intéressant. Avec plaisir. Super intéressant, et je trouve ça... ça m'a appris plein de trucs, parce que de prime abord, quand on parle de cabinet de curiosité, en fait, moi, ce qui me venait à l'esprit, c'était le fait de manipuler des animaux morts, ce qui est de plus en plus difficile à voir, parce que il y a plein de polémiques dessus, mais c'est cool parce qu'il y a aussi un message derrière. Enfin, il y a une raison de le faire, en fait. C'est pas juste pour accrocher des jolis trucs dans le coin d'un mur. C'est sûr. C'est vrai que c'est une façon justement de mettre en avant cette problématique, autre que juste faire un post sur Facebook ou bien juste faire une publicité et on sait que personne va la regarder. C'est ça. Donc non, c'est cool, j'ai appris plein de choses, merci. Avec plaisir. Bah du coup, on va passer à toi. Allez. Une déclaration de guerre et ce sera l'apothéose de la félicité. De toute façon, ce sont des animaux venus d'ailleurs, ils n'ont ni âme ni conscience. À l'assaut, les chiens de guerre. C'est la guerre, ça. Allez, c'est parti, on va continuer sur les animaux. Ça fait une parfaite transition. Je fais attention, hein. Je suis là. Ah. Attention. Tu verras. Écoute, tu me diras, tu approuveras ou tu réprouveras, Allez. je ne sais pas. Je vais vous parler de la façon dont on a pu utiliser des animaux de guerre, enfin des animaux dans la guerre. Et puis il y a diverses façons, certaines assez classiques. On peut citer rapidement le transport, le passage de messages. Ok. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus inventives et beaucoup plus flippantes. Mais on va commencer déjà par l'usage de combat. C'est assez classique, on se dit tiens, pour faire la guerre on veut tuer des gens, pour tuer des gens, et si on utilisait une bête féroce, déjà on pourrait se dire, est-ce qu'on peut utiliser tous les animaux pour la guerre? Il faut qu'ils soient assez intelligents. Alors intelligent, oui, mais... Dressable. Oui, voilà, parfait. C'est ce que je veux dire par intelligent. Magnifique. Effectivement, on peut pas juste prendre un énorme grizzly ou un requin, il faut pouvoir le dresser. La guerre à dos de requin, c'est quand même classique. Et tout de suite, même si les serpents ou les araignées, ça fait flipper, de là pouvoir les dresser, c'est un peu plus galère. Et puis il faut que ça ait une certaine espérance de vie aussi, parce que tu dresses une araignée pendant, longtemps, et si elle meurt écrasée sous une chaussure, c'est niqué, quoi. Est-ce que les pigeons voyageurs en font partie? Parce que c'est pas très intelligent un pigeon quand même.
Mais on verra. Ça se dresse très bien, je Ouais, crois. ça se dresse. Et il y a même des choses mieux avec les pigeons, tu Et verras. ça se mange très bien en pastilla. Avec des petits pois. Je dirais pas que c'est intelligent, mais en tout cas on peut s'en servir. Donc pour continuer sur les animaux de combat, le plus évident, le plus classique, le plus connu, voilà, les chiens. Ça c'est utilisé depuis l'Antiquité. Donc là pour une fois on va pas moins parler du Moyen-Âge que de l'Antiquité. Vas-y. Donc de l'Antiquité, c'était plutôt des chiens costauds, notamment les plus connus, les molosses d'Épire, qui viennent d'Épire, qui était une région des Balkans, entre la Grèce et l'Albanie. C'est notamment parce qu'en fait il y avait un peuple du coin qui s'appelait les Molosses et qui avait une grande habilité pour dresser des chiens. Et c'est là aussi que devient le terme molosse, qui définit un gros chien. Donc on parle aussi de chiens de type molossoïde pour les grosses bêtes qui font un peu peur. Donc ces chiens sont entraînés à attaquer les hommes, mais aussi les chevaux des cavaliers. Bah ouais, parce que les cavaliers c'est dangereux, donc. Ouais, mais c'est énorme, hein, un cheval. Même, enfin, je veux dire, même si t'as affaire à un beau chien. Tu croques la jambe et puis. Et puis si c'est féroce, roule, ça va. Mais bon, c'est un des usages. Alors voilà, je vous préviens, je vous ai pas prévenu au début. Ce sujet va pas être classe pour les animaux. Ils vont prendre un petit peu cher, comme tu le disais, Hicham. Ils vont pas tous survivre, hein, c'est pas fait pour. Mettez votre sensibilité de côté. C'est ça. On a un autre usage, c'est le transport. Alors le transport les plus connus, qu'est-ce donc ? Cheval. Le cheval plus que le chameau, honnêtement. Il n'a pas grandi dans le même endroit. Ça dépend vraiment des pays, en fait, je pense. Ouais. Alors, sachant que le chameau a certes été un peu utilisé, mais en fait pas tant que ça, parce que c'est galère un chameau. Et puis c'est con surtout. Ça part en couille. C'est con pas forcément, mais c'est pas pratique à manier, pas autant qu'un cheval. Un cheval c'est super malin, c'est facile à manier, ça peut être nerveux et il y a des races. Ça a plus de couple. Dans le désert, c'est plus facile de manier un chameau, enfin plus longtemps. T'as déjà manié un chameau dans le désert ? Oui. Bon allez, on enchaîne. Tous les jours quand il allait au collège. Donc c'est l'utilisation la plus connue des animaux dans le domaine militaire. Ça date aussi de l'Antiquité. Et oui, une fois de plus. Initialement, on utilisait les chevaux pour tirer des chars, parce que c'est le truc le plus pratique, mais en rendement relativement moyen, parce qu'il fallait plusieurs chevaux pour tirer un char, donc c'était pas ouf. Et il a fallu attendre des progrès technologiques comme la selle ou les étriers. Ou la voiture. Comme la selle ou les étriers pour vraiment maximiser l'efficacité des chevaux et donc faciliter le contrôle du cheval par un cavalier. Et là par contre c'était beaucoup plus vif, plus rapide. Vous pouvez percer les lignes ennemies, faire des charges, il y a plein de choses. Et donc la qualité des cavaleries ça a régulièrement été décisif pendant les batailles et certains peuples s'en sont fait une spécialité. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns ? Les Huns, c'est pas des grands cavaliers les Huns ? Les Huns, oui. Oui, il y a les Arabes, les Huns, les Mongols, les Cosaques, les Rohirrim. Ça c'est le Seigneur des Anneaux. Merci. Je vois que personne ne réagit. Et donc les chevaux ont une telle importance. Il y a aussi, il y a plein d'échanges culturels qui ont été faits suite des conquêtes, des différentes conquêtes. Le fait par exemple qu'il y ait eu des conquêtes arabes, ça a permis de ramener un nouveau style de dressage, des nouvelles races, il y a plein de mélanges qui ont fait que ça s'est perfectionné au fil du temps. Et vers la fin du Moyen-Âge, on a même créé des armures pour les chevaux, donc les barbes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est assez ouf, vous imaginez un beaux cheval, objets, ouais. Ouais, non, c'est assez ouf, c'est impressionnant parce qu'en fait c'était les invalides qui sont super cool. Est-ce qu'il y a des licornes, des armures licornes ? Oui, aux invalides, il me semble qu'il y en a, oui. Pour charger les lignes ennemies, ça doit être ouf. Oui. Elles ont pas de paillettes par contre, je pense. Pour charger les lignes pas là, ennemies, d'accord. C'est vrai que si ça se trouve, il y en avait. Mais non, c'est très classe et en fait, c'est le dernier point de faiblesse des cavaliers, quoi. Le cheval, parce que eux, ils avaient une armure de ouf qui était super perfectionnée, mais le cheval se prenait une flèche ou une lance et c'était réglé. Donc là, ils avaient des trucs qui pesaient des dizaines de kilos et c'est assez impressionnant. Là, on a parlé des chevaux, des chameaux, certes. Un autre animal qui pouvait être monté. L'éléphant. Le chameau. Oui, l'éléphant. Autre que le chameau. Le chameau. En fait, j'allais dire l'éléphant et puis mon cerveau a fait nope. Oui, Ralph, très bien. L'éléphant n'était pas surtout utilisé pour charger, pour attaquer, plus que de transporter. Alors, non, il n'était plus utilisé en défense. C'est pas Alexandre le Grand qui. Alors, initialement, en fait. Utilisait des éléphants. Je crois que ça a été utilisé. Ça a utilisé un petit peu, mais ça commence à dater de. Je me demande si c'est pas lui qui a ramené l'éléphant en Europe, justement. C'est pas Alexandre le Grand qui en Asie s'est dit tiens, je n'ai pas la réponse. Je suis pas sûr. Les conquêtes perses, ils étaient à base d'éléphants. Ouais, dans Age of Empires, moi j'avais. Allez, on enchaîne. Donc les éléphants, donc initialement en dehors du champ de bataille, c'est super utile parce que ça permet de déplacer des grosses charges, de déplacer du matériel, donc c'est ouf. Enfin, vous voyez la taille du bordel. Sur le champ de bataille, encore plus efficace, effet dévastateur. Non seulement t'inspires la crainte de l'infanterie, sacré bordel, et en plus ça faisait paniquer les chevaux en face parce que les chevaux ils voient un truc énorme arriver. Oh le gros cheval. Déjà c'est une grosse bête en plus. Les chevaux c'est des animaux et c'est un animal et une odeur qu'ils connaissent pas en fait. Donc t'imagines un truc que t'as jamais vu de ta vie qui te fonce dessus. Tu douilles un peu. Je me suis demandé sur les distances quand on utilisait l'éléphant en matière de guerre.
Enfin, ça veut dire qu'il fallait quand même se le trimballer, le bordel, il fallait le faire marcher sur ça ralentissait pas énormément les armées. Et le nourrir. Et le nourrir. C'est plutôt le nourrir le problème, je pense. Ça fait beaucoup Ça de mange bananes. quoi un éléphant d'ailleurs? Beaucoup d'herbes. On avance. On avance. Et donc, en plus, ça vient. J'imagine le mec avec sa carotte sur un éléphant. Cannabis. Ouais, vous rigolerez moins quand je vous parlerai de ce qu'on faisait subir aux éléphants. Donc les éléphants c'est cool aussi parce que la peau est épaisse, donc c'est difficile à blesser. Ça a aussi des caractéristiques assez ouf. Ça peut faire jusqu'à 3,50 m de haut, entre 3 et 6 tonnes, et chargé à 30 km/h. Donc clairement pour l'infanterie, t'as un truc de 3,50 m qui fait 6 tonnes qui te fonce sur la gueule. Tu restes pas en place, quoi. C'est la merde. T'aimes ton empire, t'aimes ton pays, tu bouges, quoi, tu pars. Donc effectivement un peu flippant. Le point négatif, c'est que c'était des gros bonhommes, enfin des grosses bêtes, quoi, mais qui pouvaient facilement paniquer et donc devenir incontrôlables. Donc pareil, si ton éléphant panique, imagine, tu fous le bordel autour, ta propre infanterie, elle emmène pas large, quoi. Elle fait un petit peu la gueule. Et donc, vu que les éléphants pouvaient paniquer et que c'était potentiellement le bordel, ils avaient équipé certains, comment on appelle ça, des cornacs, je crois, ou des œillères. Non, les cornacs, c'est les mecs, je crois que c'est cornacs. Les mecs qui montaient en fait les éléphants. Donc ils ont équipé certains de leurs maîtres de pointes avec un maillet pour achever l'éléphant quand ils étaient dessus, s'il était devenu incontrôlable. Quelle horreur! D'accord. La pointe entre les deux oreilles, clac, un coup de maillet, et il n'y a plus personne. Ah ouais, c'est moins rigolo tout de suite. Donc effectivement, c'est pas classe. Surtout que le mec, le temps de descendre, il devait... Ouais, je suis désolé. Il y a eu une grosse évolution avec les éléphants aussi, gros intérêt, c'est les tourelles à éléphants. Parce qu'initialement, tu mets 2 mecs dessus, c'est le bordel. Ils ont un peu avancé le bail, avancé les technologies, et là, ils ont fait des tourelles dessus. Trop pratique parce que tu peux foutre je suis vulgaire, mon dieu. Non, tu peux mettre des groupements d'archers en fait. Donc là, tu fais des groupes, des unités d'archers mobiles. Attends, c'est un éléphant dont on parle, hein. C'est pas non plus un château. 6 tonnes. Oui, tu peux mettre ton premier appart dessus. Hein. Faut arrêter. Ah non, mais c'est énorme. Et surtout, tu mets. Mettre quoi, 3 personnes dessus? Tu rigoles? Non, bien plus. Sur un éléphant? Non, le délire, c'est qu'ils aménageaient l'éléphant en fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient une structure sur le dos de l'éléphant qui permettait de mettre plus de Non, mais monde. 6 tonnes, c'est énorme. Une voiture, ça fait 1 tonne. Imagine 6 tonnes. Ok. Donc voilà, t'imagines, tu mets 10, ne serait-ce que 10 archers dessus, tu mets 50 éléphants, t'as une troupe d'archers mobiles qui est ouf. Donc voilà, ça c'était pas mal. L'éléphant, ça a été utilisé jusqu'au XXe siècle pour le transport du matériel et c'est notamment très pratique pour les zones accidentées. Donc ça a été utilisé notamment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même assez ouf. Là, on va faire une petite transition des éléphants. On dit qu'ils pouvaient facilement paniquer. On va transiter vers la partie que j'ai appelée incendiaire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire flipper un éléphant sur le champ de bataille? Du feu. Oui, parce que j'ai dit incendiaire, donc j'aurais pas dû vous le dire. Effectivement, il y a un truc qu'on appelait les cochons de guerre ou les cochons incendiaires. C'est un moyen de contrer les éléphants qui a été relaté par un écrivain romain qui est Pline l'Ancien. Oui, merci. Et la vache, on a cité 2 fois Pline l'Ancien dans un podcast. Et ouais, ça c'est un grand... Les auditeurs ne savent toujours pas qui c'est. Un grand écrivain romain qui a écrit l'encyclopédie naturelle. Ouais. Et je crois que c'est lui qui est mort lors de l'éruption du Vésuve à Pompéi, il me semble. Il l'a raconté en tout cas. Je sais pas. Non, il est pas mort là-bas. Du coup, non. Non, c'est soit l'ancien, soit le jeune. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a 2. C'est soit l'oncle, soit le neveu, mais c'est un des 2 Pline qui est mort. On cherchera. Mais en tout cas, il a écrit une encyclopédie naturelle qui est qui a été extrêmement étudiée parce que il a écrit un nombre d'ouvrages incalculable, donc une source d'informations folle. Donc on disait les cochons enflammés. Les cochons de guerre, c'est quoi? En fait, tu prends des porcs, tu les enduis d'une substance inflammable, tu les allumes et tu les balances sur le champ de bataille. Non seulement t'as des petites boules de feu qui vont courir partout et faire flipper tout le monde, mais en plus ça te fait ton dîner du soir. Non, mais en plus ça va pousser des cris aigus insupportables, ce qui va faire flipper les éléphants et qui vont foutre le bordel. Question, comment ils se débrouillaient pour amener ce cochon vers les lignes ennemies? Alors ça c'est ma grande question. Est-ce que c'était un kamikaze qui courait avec un cochon sous le bras et qui foutait le feu une fois sur place? Il les catapultait dedans. Sinon il partait tout droit, mais j'avoue je me pose la question. Non, parce que tu fous le feu à un cochon, il va pas partir tout droit. Ouais, peut-être. Non, ça parle, jamais fait. Faut pas savoir. C'est vrai que j'ai pas tenté, mais à mon avis c'est quand même assez aléatoire comme. Il y avait de l'idée quand même, c'est pas mal. Oui. On se croirait aux Worms avec ça. Ouais, un petit peu. Oui. Et ou le jeu Les Cochons de guerre d'ailleurs, qu'on vous conseille. Est-ce qu'il y avait un rapport? On ne sait pas. Oui, c'est référence de pas encore vieux, mais pas loin quand même. On va passer vers un truc un peu plus chill, la communication. Les pigeons? Oui, pigeons voyageurs. Apparus pendant l'Antiquité, encore, oui, c'est la journée Antiquité. Apparus pendant l'Antiquité, en fait, c'est pas. Ça va, tu nous dis si on dérange? Bah, moi, ça me fait kiffer. Mais donc, du coup, les pigeons voyageurs, en fait, c'est pas si facile parce que
tu disais tout à l'heure que est-ce que les pigeons c'est vraiment malin ou pas? Oui, non, parce qu'en fait. Quelqu'un s'est posé cette question? Bah oui, c'est Maïva tout à l'heure. Ils n'ont pas un très gros cerveau quand même. Ouais, bah justement, un pigeon voyageur, ça sait faire un truc. C'est revenir vers son pigeonnier. Ouais. Un seul. Ça, donc en fait, pour que les mecs puissent communiquer entre eux, il fallait que chaque pigeonnier ait des pigeons d'un autre pigeonnier. Ouais, donc là, il se passait des pigeons. Ouais, ça fait tout un bordel à tenir et puis il faut pas qu'ils restent trop longtemps, sinon ils pensent que c'est leur nouvelle maison. L'enfer. Qu'ils mettent dans sa valise un pigeon pour qu'il revienne. Quand même. Bah ça c'est fait. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres trucs, notamment le projet pigeon. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. C'est un de mes préférés. C'est un projet de la Seconde Guerre mondiale. En fait, vous imaginez, là tout ce que je vous dis, vous me dites si j'ai des sources pourries, mais j'ai quand même essayé de vérifier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc vous prenez un missile téléguidé avec une petite caméra et dedans vous mettez un pigeon. Et le but en fait de ce missile, c'est d'arriver sur un bateau. Le pigeon, vous l'entraînez à picorer une image, par exemple un bateau. Et une fois qu'il est sur le missile, avec la caméra, à chaque fois qu'il va voir le bateau, il va le picorer et donc le missile va arranger sa trajectoire avec les picorements du pigeon. Non. Si monsieur, si. Et donc il y a eu des tests qui ont été effectués donc pour principalement couler les flottes ennemies et c'est un projet qui a été abandonné le 8 octobre 1944. Tiens. Mais non, on s'en sert encore aujourd'hui. Hein. Le 8 octobre 1944. Ok, donc ça n'a pas duré très longtemps. Il y avait une idée de ouf en tout cas. Néanmoins, je suis curieux de la source précise de ce truc-là parce que c'est vrai que c'est quand même très fantasque. Oui. Et je me trompe peut-être, mais il se passait plein de choses bizarres. Je vérifierai. Mais il y en a d'autres qui sont pas mal aussi. Vous verrez que, là, il faut voir aussi que c'est des projets qui ont été secrets pendant longtemps, qui sont sortis, mais c'est l'expérimentation militaire pendant les guerres mondiales. Les mecs n'avaient aucune limite, full budget. Ouais, c'est vrai que les mecs avaient du budget à notre à foutre, donc ils ont sûrement tenté des trucs un peu cons par moment. C'est resté secret parce qu'ils avaient honte, pas parce que c'était secret. Oui, j'avoue. C'est pas impossible. Ils filaient des noms super importants, genre un projet Manhattan 4. Ouais, c'était les pigeons qui picoraient des trucs là. Non, mais il y a vraiment des trucs dessus, mais je vous encourage à regarder. On va continuer sur les pigeons avec les techniques d'espionnage. Est-ce que vous voyez qu'on pourrait faire de l'espionnage avec des pigeons? Non, on leur apprend pas à parler. Avec un appareil photo de pigeons. Oui. En mettant des messages aussi autour de leur petit cou. Non, mais ça, c'est du transport Oui, c'est pas de l'espionnage. C'est de la communication, ça. Et là, c'est vraiment de l'espionnage. Et c'est effectivement, comme disait Juan, une méthode qui était inventée par l'allemand Julius Neubronner. Je prononce très mal, mais disons comme ça. En fait, le principe, c'est de prendre des photos aériennes grâce aux pigeons en leur accrochant un petit appareil photo sur le torse. C'est un drone pigeon, quoi. Ouais. C'est ça, mais en fait, petit ballon météo. C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de déclenchement à distance à l'époque. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il lâchait le pigeon d'un point précis et il pouvait revenir que vers chez son pigeonnier. Donc il le lâche à un endroit et ils estimaient sa vitesse, sa trajectoire et sa vitesse. Et donc ils mettaient un déclenchement, un retardateur sur l'appareil photo. Et c'est un projet qui, je vous avoue, est un petit peu controversé. C'était lancé pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a un brevet qui a été déposé, donc c'est quand même pas mal. Je crois que c'est pour l'harnachement, pour l'appareil photo, je ne sais plus. Ça n'a pas été continué après la Première Guerre mondiale parce que les Américains ont dit non, on le sent pas honnêtement. Genre les pigeons, on le sent pas. Mais on suppose que ça a un peu été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux que là les sources sont plus floues, mais voilà, il y a un mec qui a taffé dessus pour de vrai, qui a posé un brevet dessus pour de vrai. C'est assez ouf. Pour l'espionnage, on a l'histoire du chaton acoustique aussi. Je vous encourage. Alors là, je vais très peu vous en parler parce qu'il y a Axolot qui a déjà fait un sujet dessus. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo. Il fait une vidéo, c'est pas que sur ça, mais qui en avait parlé. C'est assez intéressant. En gros, c'est un chaton sur lequel, je fais vraiment très simple et très schématique, mais sur lequel on a mis des micros et des émetteurs et on l'envoie espionner les gens. Genre, vas-y chaton, balade-toi. Et en fait, c'est un micro sur pattes. Ça me dit quelque chose. C'est un peu foiré. Ils avaient tendance à mourir très vite ou à disparaître. C'est ça, parce qu'il y a un test qui a été lancé. Il me semble qu'il y a eu genre 20 millions de dollars. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, investis sur le projet. Et quand ils ont voulu faire un test, genre conditions réelles, enfin pas un test, mais genre première condition réelle, il y avait les mecs qui devaient espionner. Ils ont envoyé le chaton en mode allez, vas-y. Et il s'est fait écraser. Première bagnole. Donc, ça fait un petit peu, je sais quoi. Dans les enregistrements, il devait surtout entendre miaou, miaou, toutes les 2 minutes. Ils ont entendu miaou. Voilà. Alors on va attaquer le miaou. Putain, il est relou. Et donc la base secrète s'appelle miaou. Oh putain. C'était pas pratique. Après, il y a d'autres projets qui ont fait plus d'éclat. C'est la catégorie Badaboom, boom Badaboom, comme je l'ai appelé. Et je vais passer assez rapidement parce que c'est un petit peu morbide. Mais donc il y a eu des tests et des essais effectifs pour utiliser des dauphins et des phoques anti-sous-marins. Donc c'est des dauphins et des phoques qu'on entraînait pour trouver les sous-marins et pour se frotter à eux, genre c'est cool, sauf qu'on leur mettait des bombes dessus et donc dès qu'ils touchaient un sous-marin, plouf.
Ouais, c'est un petit peu violent. Mais il me semble qu'on servait aussi des dauphins comme des mineurs à une période. Pour les détecter ? Pour les faire péter en fait. Ah oui, allez nager là-bas. Bam, allez. Bah tiens, on parle des animaux des mineurs. On peut enchaîner sur les rats. Oui. Les rats qui sont beaucoup utilisés pour trouver des explosifs. Oui, jusqu'aujourd'hui. Ouais. En Afghanistan, il y en a beaucoup. Et jusqu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, il me semble que c'est un petit peu plus intelligent et que le rat est entraîné à le trouver, mais il se fait pas sauter. C'est ça, qu'il est léger. Par contre, il y a eu d'autres tests qui ont été faits avec des moutons. Là, le mouton, par contre, ils se sont pas fait chier. Ils ont dit, écoute, t'envoies 400 moutons sur le pré, et puis dès qu'ils trouvent une mine, ils pètent, quoi. Voilà. Donc c'était très efficace, mais putain, il devait y avoir de la viande qui vole. Hein. Donc c'était pas très classe. Mais je suis... Un dernier truc un peu glaucose, alors si, celui d'après un petit peu, mais c'est les chiens anti-chars. C'est pas très classe. Ça, c'est pas très joli. Ouais, c'est un projet qui était initié par l'URSS. Quel type de chien? On va pas rentrer dans ce débat. Non, c'est un projet qui était initié par l'URSS et en fait on affamait les chiens et puis on les relâchait, on cachait de la nourriture sous les chars pour les entraîner. Donc ils allaient directement sous le char pour choper la bouffe. Et après sur le champ de bataille, on les affamait encore, on leur foutait une bombe dans le dos, on l'envoyait dans les lignes ennemies et ils passaient sous le char et là pouf, la bombe explosait au contact. Donc malheureusement ça a été assez efficace parce qu'il y a des batailles où il y a je crois que entre 10 et 30 chars qui ont pété, donc c'est assez efficace malgré que ce soit tout à fait contestable au niveau de l'éthique, mais il y avait aussi des soucis parce que vu que les chiens étaient entraînés sur des chars russes et parfois ils se retournaient, ils allaient voir un char russe en mode putain il y a de la bouffe donc c'était un petit peu con. Et puis parfois, tout simplement, ils paniquaient et ils couraient dans n'importe où, ils se faisaient péter n'importe où. Donc pareil, niveau efficacité, encore une fois, non seulement le côté éthique a pris cher, mais putain, les fantassins, ils ont pas dû... ils devaient flipper un petit peu aussi. Certes. Un qui me fait beaucoup rire, je trouve ça horriblement ingénieux, c'est la bombe à chauve-souris. Est-ce que ça vous parle ? Pas du tout. Non. Alors, bombe à chauve-souris, c'est une arme expérimentale de la Seconde Guerre mondiale. En fait, vous imaginez une bombe avec plusieurs centaines de compartiments. Dans chaque compartiment, on met une petite chauve-souris à laquelle on va attacher une petite bombe incendiaire à retardement. Cette bombe, on la largue avec un avion. À mi-chemin, il y a un petit parachute qui va s'ouvrir. Comme ça, hop, on peut relâcher les chauves-souris sans qu'elles partent à 400 à l'heure, quoi. Donc on relâche les chauves-souris et on va faire ce largage, on va dire vers l'aube. Et dès que le jour va se lever, les chauves-souris vont vouloir se planquer dans les premières maisons, les premiers greniers venus. Donc elles vont se planquer dans les maisons, dans les endroits inaccessibles. Ouais. Et en fait, avec le retardateur, quelques heures plus tard, pouf, ça va foutre le feu à tout le village. C'est un bon truc d'enculé, ça. Ouais. C'est un truc assez ouf. Le mec qui a pensé à ça quand même. Je trouve ça On va prendre des chauves-souris. Non, c'est horrible, mais c'est impressionnant parce qu'en plus une chauve-souris c'est fait pour se planquer dans un petit coin inaccessible. Et donc c'est assez horrible. Initialement ça a été fait pour attaquer le Japon. Donc on avait même fait aux États-Unis, donc c'est un projet des US. On avait même fait une petite reproduction de du village japonais, donc avec plein de bois, de trucs en tissu ou en papier, pour voir ce que ça donnait. Les tests ont été concluants, ça a très bien marché, le truc a flambé comme tout. Par contre, il y a quelques chauves-souris qui se sont barrés et qui ont eu la bonne idée d'aller se faire péter sous un réservoir d'essence. Donc ça a fait un petit peu de dégâts. Donc autant dire que les mecs étaient un peu deg. Il était prévu de larguer plusieurs centaines de milliers de ces chauves-souris sur le Japon. Donc t'imagines un avion, un cargo qui peut prendre plusieurs centaines ou plusieurs milliers de bombes dans lesquelles il y a plusieurs centaines de chauves-souris. Donc ça, le nombre augmente vite, explose vite. Festival. Voilà. Mais vu que le développement avançait trop lentement, le projet a été abandonné, étant donné les essais prometteurs d'un autre projet, le projet Manhattan. Jamais entendu parler. Manhattan, voilà, la bombe atomique. Donc si le projet Manhattan n'avait pas si bien avancé, il y aurait eu des bombes à chauve-souris. Tout dernier détail que je trouve assez rigolo, intéressant tout du moins, c'est que l'initiateur du projet Bat Bomb, donc la bombe à chauve-souris, en fait il a déploré l'usage de la bombe nucléaire du projet Manhattan, parce qu'en fait selon lui avec les bombes à chauve-souris on pouvait non seulement paralyser les villes japonaises, mais en faisant moins de morts et en ayant un effet moins négatif sur l'environnement, sur la nature. Il n'y avait pas de radiation, il n'y avait pas de machin. Donc le mec crée une arme, mais il était quand même deg qu'on ait utilisé une arme nucléaire qui était purement dégueulasse et qui a pourri l'environnement sur des dizaines et des centaines d'années, alors que lui il avait juste des chauves-souris. C'est dégueulasse certes, mais c'est déjà ça. Waouh. Voilà. Désolé. J'ai pas aimé les chiens. Ouais, les chiens, ça. C'est extrêmement cruel. Bah, tu me diras, les autres, c'est pas ouf non plus, mais bon. Désolé, c'est de l'histoire, ce n'est pas de ma faute. Mais cette histoire de chauve-souris, je trouve ça malheureusement extrêmement ingénieux.
Ah mais les pigeons qui piqueraient aussi, je trouve ça ouf. Ouais, mais ça je vérifierai. Pas, hein. Vraiment, je doute pas qu'ils aient fait des trucs complètement pétés, mais celui-là j'ai un doute. Enfin. Je vérifie en live. Enchaînons. Bah alors, monsieur Godzilla, on a une vilaine toux. Ouais, mais ça c'est à force de bouffer des immeubles. Hein. Bah oui, il faut pas faire ça. Bon allez, ouvrez la bouche et faites à... Il est très très bien ce jingle. Il est fou ce type. Il est très très bien. Très bien. Donc, on va reparler, on va réutiliser le mot tout à l'heure. Tu dois te faire chier dans ta vie, quoi. Mais non, c'est un artiste. Franchement, tu sais que j'avais juste la flemme de chercher des samplés, du coup je l'enregistrais, ça allait plus vite. Donc on va parler de Daikaiju Eiga. Donc vous refaites, j'imagine, la même gueule que tout à l'heure. Oui. Donc je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Dai, ça veut dire grand. Mourir. Non, non. C'est du japonais. Sur le même délire que toi. Dai, ça veut dire grand. Kai, ça veut dire étrange. Ju, ça veut dire bête. Et Eiga, c'est cinéma. Donc c'est cinéma de bêtes étranges. Même le mot kaiju tout seul, ça vous dit rien du tout? Bah c'est les grosses bêtes. C'est les grosses bêtes. Vous avez pas vu un film qui s'appelle Pacific Rim peut-être? Ah si. C'est récent. Voilà. Donc les grosses bêtes dans ce film s'appellent des kaiju puisque c'est le nom que ça porte dans un style de cinéma qui est japonais. Donc maintenant que vous voyez ce que c'est qu'un kaiju, est-ce que vous pouvez m'en citer un? Godzilla. Très bien. King Kong. C'est celui dont on va parler le plus, Godzilla. C'est un peu le patron. King Kong aussi est un kaiju. En et effet. les méchants des Power Rangers qui se font grandir. Ça peut. Dans l'absolu, ça peut marcher. Il y en a des centaines, mais c'est un cinéma qui est assez méconnu, alors que c'est un cinéma qui est très très riche. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, justement, parce que j'entends souvent, je sais pas quoi regarder. Bah tiens, t'as 300 films de kaiju si tu veux faire une culture là-dessus. Alors il y en a qui sont tout pourris, parce que c'était souvent assez fauché, et on en a tous une image un petit peu cartoon, généralement, de ce truc-là. On voit des mecs en latex qui se mettent sur la gueule dans une vie en carton. Kitsch, ouais. Alors que c'est beaucoup plus riche et profond que ça. Donc c'est pour ça qu'on va en parler. Donc chronologiquement, en effet, quand on parle de kaiju, on pense à Godzilla. Pourtant, c'était pas le premier. Le premier, c'était King Kong. Ça date de 1933. Donc Ah, c'est si vieux que ça. Oui, 1933. Le premier Godzilla, lui, date de 1954. Historiquement parlant, ça correspond à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelques années après quand même, mais oui, en effet, c'est l'URSS de Staline. C'est en fait de la résonance de la Seconde Guerre mondiale, Voilà, puisque qu'est-ce qui s'est passé au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale? Mais oui, Des chauves-souris. Bah, s'il n'y avait pas eu la bombache, on aurait peut-être eu les chauves-souris géantes dans les films, mais du coup, non. Ça aurait été tellement cool. En vrai, il y en a eu, hein, mais en effet. En 1954, donc c'était suite au traumatisme, mais c'est en gros la connaissance de la plupart des gens en matière de kaiju s'arrête là. C'est Godzilla, c'est le symbole de la bombache. Voilà, c'est là que s'arrête la connaissance de la plupart des gens. Et comme je vous disais, il y a quand même beaucoup plus de choses, sinon il n'y en aurait pas eu 28 films de Godzilla, juste Godzilla, sachant qu'il y a des centaines de ces bêtes-là. Donc je vais vous faire un petit topo sur Godzilla, je vais essayer de ne pas faire ça trop long, mais en gros, Godzilla, il y a plusieurs périodes. Il a d'ailleurs la période qu'on appelle Showa, S-H-O-W-A. Camille, elle a ouvert la bouche, elle l'a refermée. Ouais, voilà. Quand tu mets un W, je sais pas, tu rends la chose plus mignonne. Non, mais c'est horrible à dire, mais c'est la Showa. C'est pour ça que je l'ai fait rapidement. On va l'appeler Showa. La période Showa, la période Heisei, et ensuite on a la période Millennium, et on y reviendra. Alors, est-ce que vous savez à quoi ça correspond au Japon, le Showa et Heisei, au-delà des films de monstres? Pas du tout, aucune idée. En fait, c'est des périodes qui sont aussi délimitées par des empereurs, c'est-à-dire avant et après. C'est des périodes, comment dire, plus prospères. Voilà, des ères, une période prospère et une période qui l'est moins. Donc la période Showa, c'était sous l'empereur Hirohito et c'était considéré comme prospère. Et la période Heisei, c'était sous son fils, qui était un peu moins sympa et donc considéré comme moins prospère. Pourtant, c'était easy. Et donc, en fait, on utilise ces termes-là pour parler de ces périodes. Donc, la plus connue, c'est la période Showa, qui est de 1954 à 1975. C'est la plus connue, c'est celle que vous avez sur mon tête si on vous parle de Godzilla. Vous voyez le petit truc en caoutchouc qui est un petit peu ridicule parfois. Et parce qu'en effet, c'est celle qui est partie en couille. Parce que le Godzilla de 1954, je sais pas si vous avez vu ce film déjà. Non. Je vous invite à le voir parce que c'est de loin le plus intéressant. C'est pas du tout rigolo. Du tout. Vraiment pas. Et on va en parler. Et c'est un chef-d'œuvre en fait du cinéma, ce film. Mais malheureusement, il a souffert de l'image qu'on a un peu Power Ranger, comme tu disais, de ces films-là. Parce qu'il est extrêmement tragique, il est très très riche, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dedans. Mais en effet, comme ça a fait du pognon, on a continué à faire des films, mais petit à petit on les a ciblés vers les enfants, et cette période correspond à ça. Jusqu'en 75, on a rendu ça de plus en plus ridicule. Oh non, c'est bien après ça quand même.
Et ça n'a aucun putain de rapport. Et ça, on s'avancer vers les enfants. Voilà. Donc après, on a la période Heisei qui démarre en 84, où on fait quelque chose de plus dark. Et on a aussi quand même l'émergence des effets spéciaux. Donc on n'est plus sur des mecs qui font du catch dans des costumes en caoutchouc, mais ils se battent plutôt à coups de rayons laser, puisque maintenant on a le pognon et les moyens de faire ce genre de truc. Et ensuite on a une période qui s'appelle la période Millennium, de 99 à 2004, où on n'a plus rien à foutre, on mettait du Sum 41 par-dessus. La belle époque, ça c'est mon époque. Mais il y avait quand même quelques bons films dans le tas. Et là, on a terminé cette période-là en 2004, et le dernier film Godzilla est sorti en 2014. Donc on a une nouvelle période qui vient de commencer. Enfin, je dis une bêtise, en plus c'est pas le dernier, mais sauf que ce sont les Américains qui ont repris la licence. Parce que forcément, en 98, remontons en 1998. Zizou quand même. Hein. Et à part Zizou, il y a aussi Roland Emmerich qui a fait un film, Godzilla, qui est sorti aux États-Unis. Et Jamiroquai avait fait une partie de la BO, je crois, et c'était une énorme merde. Mais c'était d'ailleurs un des plus gros coups marketing de l'histoire du cinéma, ce film. Vous l'avez pas vu non plus ? Il y avait Jean Reno dedans. Ouf, ah oui, non. J'ai vu Jean Reno. Vous êtes quand même passé à côté en 98, pourtant c'est vraiment le film qui a le plus de pubs. Faut l'avoir voulu pour passer à côté. J'étais occupé à apprendre les noms des joueurs de l'équipe de France par cœur. Je comprends. T'avais tes Panini. Mais oui. Et donc après cet échec cuisant en 2014, il y a un réal du nom de Gareth Edwards qui a repris le truc en main chez Legendary. Je sais pas si vous avez vu celui de 2014. Non plus. Je vous invite à le voir également. Un jour, on va te dire oui. Oui. Donc en 2014, les Ricains ont repris le truc en main et ils ont lancé un nouvel univers. Avec en 2017, ils ont aussi sorti un film King Kong qui s'appelle Skull Island. Et ils ont prévu de relancer en gros Godzilla avec une mythologie plus américaine. Et sauf que les Japonais en même temps, ils ont relancé leur truc aussi en 2016. Donc en gros, à l'heure qu'il est, ça a démarré en 2014, on a 2 ères de kaiju qui se sont lancées, une aux États-Unis et une au Japon. Voilà, ça c'était pour vous resituer un peu le truc, mais c'est pas vraiment de ça qu'on va parler, parce que si vous n'avez jamais vu un de ces films, c'est pas franchement intéressant de rentrer dans le détail. Nous, on va s'intéresser à pourquoi c'est pas juste des costumes en latex. En fait, c'est des vrais lézards filmés très près. Exactement. Non, en fait, déjà, on va parler des inspirations, des influences artistiques que ça a. Donc, déjà, si je vous parle du yokai, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un yokai ? Non, je sens que ça va être très très dur comme non, référence. Tu vas voir, c'est assez accessible. Le yokai, en fait, c'est en gros toute la mythologie japonaise, tous les monstres, les dragons, les machins, tout ce qui rentre dans cette mythologie-là. Exactement, c'est ce qui a inspiré par exemple les Pokémon. C'est inspiré de ce truc-là. Là, d'accord. Et les kaiju sont aussi inspirés de ces trucs-là. Et là, ça va peut-être vous parler davantage. Donc, on a un kaiju qui s'appelle King Caesar qui est inspiré d'un truc qui s'appelle le shishi. Le shishi, c'est les lions que vous voyez à l'entrée des temples qui ont la gueule ouverte. C'est ce qu'on appelle un yokai. C'est un yokai qu'on appelle le shishi. Et ça a inspiré, par exemple, un kaiju qui s'est battu contre Godzilla dans un film dont je me rappelle pas du nom. Pareil, vous avez un grand méchant que vous trouverez d'ailleurs l'année prochaine au cinéma, puisqu'ils vont le mettre dans les nouveaux films. Qui s'appelle King Ghidorah, qui est inspiré du Tatsu, qui est le dragon japonais. Comme dans Dragon Ball. Bon, après, je dis japonais, mais en gros, les dragons asiatiques sont tous plus ou moins la même gueule. C'est raciste. Bravo, merci. Donc, on trouve de l'inspiration dans le yokai. On trouve de l'inspiration aussi dans ce qu'on appelle le bunraku, c'est le théâtre de marionnettes japonais. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, le théâtre de marionnettes japonais ? C'est pas les ondes chinoises. Alors. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pas redis ça lentement. C'est pas du tout. Théâtre de marionnettes japonais. Non, mais c'est pas justement des marionnettes, mais en noir et blanc. C'est pas de l'ombre, c'est les ombres chinoises, justement. Ouais. Ce qui n'est pas le même pays que le Japon. Pour moi, c'est avec des fils, les marionnettes japonaises, c'est pas des gants qu'on met. C'est avec des bâtons et des fils, c'est des marionnettes en fait qui sont très très précisément faites. Et en gros, le but du bunraku, c'est de faire oublier que c'est des marionnettes. Donc on a des mecs qui tiennent les marionnettes sur scène. Oui, c'est ça. On va avoir aussi un mec qui joue du shamisen à côté, vous savez, l'espèse de guitare qui fait un bruit il très, fait très des fort. gestes, donc c'est plus facile à comprendre pour nous, mais là, il fait une guitare avec un manche très fort. Et il y a un mec qui narre aussi qui s'appelle le Taïu, qui est un mec qui chante de manière très très forte aussi. Je sais pas si ça résonne dans vos oreilles. J'ai malheureusement pas d'extrait. Mais également, ça s'inspire de ça, puisqu'on va avoir un personnage qui va narrer l'action et qui va raconter tous les événements, parce que les marionnettes ne peuvent pas parler. Ah, ça c'est con ça. Et oui, et là c'est pareil, on a un gars dans un costume en latex qui joue, imaginons Godzilla, il peut pas parler, il peut pas expliquer ses motivations, le gars. Du coup, on va avoir des personnages humains qui vont raconter un petit peu ce qui se passe. Donc c'est inspiré aussi du bunraku. Le kabuki, vous voyez ce que c'est ou pas ? Oui. Le théâtre kabuki ?
Oui. Oui, dis-nous. Du coup, je vois ce que c'est, mais c'est un truc très, très théâtral avec une espèce de musique particulière. Oui, très très bien. Voilà. Non, mais super imitation. C'est ce qu'on peut avoir le plus proche, en effet. En fait, la caractéristique du kabuki, c'est que ça a une narration très lente, ça met beaucoup de temps à installer ses personnages, à installer les événements, et ça monte vers un climax. C'est là-dessus que s'inspirent aussi ces films-là, puisqu'en fait, les monstres, on les voit pas tant que ça dans ces films-là, même si c'est l'image qu'on a, on a beaucoup d'interactions, de dialogues politiques, de trucs comme ça, et à la fin, ça pète. Godzilla. Et c'est ça qui a été reproché en 2014, justement, parce qu'ils ont sorti un film à gros budget chez Legendary. Ils ont dit, bon, on va le marketer, c'est Godzilla, voilà, explosion, machin. Les gens sont allés le voir, ils se sont fait chier pendant 3 heures. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi j'aime beaucoup ce genre de film, mais. Ouais, genre, il est où Godzilla pendant il est où Godzilla, on le voit pas, il est là pendant 10 minutes. S'il arrivait depuis le début, il casserait tout. Voilà. Le problème, c'est que justement, ils ont réussi ce film, c'est tout le principe du truc, et le public n'était pas prêt à ça. Donc sachez-le, si vous avez envie de vous coller là-dedans, c'est pas 2 heures de monstres qui se tapent sur la gueule. Ça parle davantage de politique et d'autres choses dont on va parler justement. Les thèmes abordés, c'est la deuxième chose qui est importante. On a parlé du nucléaire tout à l'heure. Et en gros, dans l'histoire, les retombées nucléaires sont responsables de la création de Godzilla. Donc imaginez-vous, vous êtes japonais, ça fait 10 ans que la Deuxième Guerre mondiale est finie, vous êtes pris 2 bombes nucléaires sur la gueule, et vous voyez un film où on a des villes qui sont détruites, des sirènes à plein volume, des projecteurs qui éclairent le ciel et machin. Ça rappelle les souvenirs. Voilà, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, l'image est belle, quoi. Enfin, c'est une belle façon de transposer le truc. Alors tout à fait, mais nous on n'a pas compris ça en fait. C'est pour ça que le film n'a pas eu le succès escompté à sa sortie, c'est qu'on n'avait pas ce traumatisme. Il a été vécu uniquement par les Japonais, mais on retrouve un petit peu la même chose chez les Américains post 11 septembre en fait. On va en parler, mais on a un cinéma qui s'est inspiré de ça aussi. Et donc moralement le film se clôt sur la mort de Godzilla en utilisant une arme encore plus destructrice que lui ou que la bombe H. Donc on a une espèce de morale de le serpent qui se mord la queue, l'homme est un loup pour l'homme, voilà, tout ce que tu veux. Et c'est un symbole de la course à l'armement, de la folie des hommes, etc. Donc c'est pas vraiment très subtil comme message. Mais c'est percutant, voilà, et c'est le cas dans à peu près tous ces films là. Le message est jamais trop subtil. On va avoir par exemple la pollution. Alors là on n'est vraiment pas dans la subtilité, puisqu'on a un film qui s'appelle Godzilla versus Hedorah qui sort en 1971, où Godzilla il affronte une espèce de blob moche qui mange de la pollution et de la fumée, avec des gros plans sur la pollution marine et machin. Donc on est clairement pas dans le... Il y avait du message. Voilà. Mais du coup, c'est rigolo, ça me fait penser. Alors, vous me corrigerez peut-être parce que, comme je dis, mes connaissances artistiques sont pas folles, mais au dadaïsme, qui est un courant d'après-guerre qui peut paraître what the fuck vu comme ça, mais en fait, c'était une façon d'extérioriser le ressenti le traumatisme de la guerre. Alors, ça marche, mais le dadaïsme n'était pas aussi premier degré. Oui, voilà, c'est ça. Mais passer par des messages beaucoup plus c'est une façon, justement, qui. Bon, bref, une façon détournée d'exprimer, de faire la catharsis de ce mal-être. Oui, mais catharsis, c'est un mot intéressant parce que c'est vraiment ça. Le Godzilla de base servait de catharsis. Comme j'allais vous en parler justement, je sais pas si du coup je m'attends à la réponse, mais est-ce que vous avez vu le film qui s'appelle Cloverfield, qui est sorti en 2008 ? Non. C'était un film américain qui était un film de kaiju en fait, mais filmé à l'échelle humaine. C'est-à-dire on avait une personne qui trimballait sa caméra, un peu comme dans Blair Witch. Je sais pas si vous avez vu Blair Witch. Je commence vraiment à désespérer. Non, j'ai vu Rec et du coup je vois à peu près la caméra à l'épaule. Vous voyez ce que c'est qu'un film ou pas du tout? Mes parents m'ont raconté qu'ils regardaient plus jeunes. Très bien. Et donc le principe de ce film-là, c'est qu'on a un personnage qui a sa petite caméra et qui est dans les rues de New York, qui se fait défoncer par un monstre. Et ces images-là, c'est très très réminiscent du 11 septembre, parce que toutes les images qu'on nous a bombardées post-11 septembre, c'était des images filmées par des amateurs en fait. Et donc ils ont réutilisé avec ce film-là le même principe que Godzilla, c'est-à-dire ils ont repris une imagerie, repris une thématique, et qui nous ont balancé. Et donc là on parle pas de nucléaire, mais on parle de terrorisme en fait. Mais on est exactement sur le même principe, donc je vous invite à le voir. Ce film-là, si vous l'avez pas vu, c'est pas franchement un chef-d'œuvre, mais une fois qu'on connaît le processus, c'est assez intéressant en fait de voir comment c'est utilisé. Donc on a eu aussi droit à des commentaires sur le colonialisme ou sur, tu l'avais mentionné tout à l'heure Camille, la situation du Japon pendant la guerre froide. Imaginez, vous êtes le Japon, vous êtes démilitarisé suite à la Deuxième Guerre mondiale, et vous servez de potentiel rep de lancement en cas d'attaque des USA vers l'URSS. Vous êtes juste à côté. C'est double, triple, quadruple, quintuple peine. Voilà, donc on traduit ça en Kaiju Eiga, du coup ça donne 2 gros monstres qui se foutent sur la gueule au-dessus de Tokyo pendant que vous êtes là et que vous regardez
Oui, et d'accord. vous ne pouvez rien faire. Putain, tu viens de me passionner pour les kaiju, alors qu'à la base, j'en avais rien à faire. Je vois que tu n'as jamais vu un film de kaiju. Mais si, j'ai vu les Power Rangers, je te dis. C'est pas, ça en est pas vraiment en fait. Mais... les Power Rangers. Parce que c'est pas du film à proprement parler. Si, c'est comme si des policiers, ils avaient une menace trop grande à combattre, et là, quand ils pensent... Non, bon. Vous connaissez plus Pokémon finalement. C'est vrai. Ronflex, est-ce que c'est un kaiju? Non. Ah putain. T'as rien écouté de ce que je t'ai raconté. Mais pourquoi pas? Dragofeu. C'est pas long. Non plus. Misère. Donc après un gros passage à vide, les films de kaiju, on commence à en revoir un petit peu. Parce que ces dernières années, donc on a eu le Pacific Rim de Del Toro, on a eu sa suite qui était merdique, on a eu donc le Godzilla américain, le retour japonais aussi de ces films-là. Et en ce moment d'ailleurs à l'affiche, il y a un film qui s'appelle Rampage avec The Rock qui a l'air pas forcément terrible, mais qui peut être considéré justement comme un film de kaiju qui pour le coup ne raconte rien. Donc j'espère qu'on va pas se diriger vers ça non plus. Est-ce que c'était pas issu du jeu vidéo Rampage? Oui, c'était une adaptation de jeu vidéo, oui. Où le seul but c'était de péter des immeubles avec des kaiju. Absolument. Je suis content de voir que ta culture est profonde. Écoute, chacun ses références. Mais si on veut s'en faire une idée, oui, en 2019, ils vont sortir plutôt un film qui s'appelle Godzilla King of Monsters et qui, pour le coup, va réunir plein de kaiju. Ils ont vraiment essayé de faire une version américaine de ce que pouvait être la démesure de ce qu'ils faisaient au Japon avec plein de mecs en costume à l'époque, etc. Mais là, ils font ça avec les budgets de Legendary, donc ça peut être peut-être une porte d'accès un peu plus facile. Mais en tout cas, je vous invite à vous y intéresser, mais indispensablement à voir le Godzilla de 1954. Donc 1954, le Godzilla de 1954, l'original. Le reste, on peut honnêtement s'en passer, ça a rien de passionnant, même si c'est quand même intéressant, mais c'est un chef-d'œuvre qui a malheureusement souffert de l'image un petit peu caoutchouc minable qu'il a pu avoir derrière, et c'est trop dommage. Trop cool. Honnêtement, tu viens carrément de me passionner pour ça. Enfin, pas me passionner, mais de me donner envie d'en voir. Parce que mais j'ai quand même voulu en le préparant que j'avais un public qui a vu 4 films dans sa vie. Ah oui, j'avoue, je suis un client horrible pour ça. J'ai pas vu les films en japonais, je suis pas calé de ouf non plus. Mais non, c'est super. Enfin, la critique politique et le tableau que ça dépeint est super intéressant. Donc je vraiment pensais pas du tout à prendre ça là-dessus. Donc très cool, merci. Eh bien, il est l'heure. Du quick que vous attendez tous. C'est pas ça le jingle. Hein. La musique dans la... Pardon. Ah, je vais pas mettre ton jingle, tiens, on va le chanter à la place. Non, c'est pas vrai. Ça ressemble à une dictature, ton système miracle. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. La dictature. C'est quelque chose qui a été proposé par un auditeur d'ailleurs, qui voulait qu'on fasse un sujet sur la dictature. On le remercie. On le remercie, voilà, aucun problème. Et je pense que je vais en faire un vrai sujet avec des choses passionnantes. Donc là, on est sur un sujet. Bah non, là c'est un quiz. Là, donc déjà, avant de commencer tout ce que je vais faire, le mot dictature vient d'un terme emprunté au vocabulaire politique de la République romaine, donc c'est vieux. En gros, qu'est-ce qui se passait en cas de crise sérieuse? On prenait un type et il devient dictateur. Donc c'est une personne, on lui donne le plein pouvoir. Forcé. Ok. On lui donne le plein pouvoir. Exemple célèbre, Jules César. Exactement. Bim, combo. Et mais par contre, il est dictateur que pendant 6 mois. Ok. Au bout des 6 mois, tu on revient à... C'est vraiment en cas de crise. Nous on fait pareil, mais tous les 5 ans quoi. Contre-exemple célèbre, Jules César, à qui on a donné les pouvoirs dictatoriaux à vie. Voilà. Ah. Donc c'est l'exception qui fait la règle. Voilà, exactement, j'allais le dire. Et donc voilà, c'était que 6 mois, et puis après on revenait au truc normal. Aujourd'hui, le terme dictature, c'est un terme très péjoratif. Un peu, ouais. Voilà. Quand on te traite de dictateur, tu dis pas « Ah, merci ». Et en général, on appelle une dictature un régime politique qui réunit 2 des 3 caractéristiques suivantes. 1. C'est un régime installé et maintenu par la force. 2. C'est un régime autoritaire et arbitraire, c'est-à-dire qu'on supprime les garanties de la liberté de ses citoyens. J'imagine que c'est de toi cette définition. 3. Si le régime en place n'est pas considéré comme normal par la majorité des citoyens. Ok. Vous avez compris? Ouais. Très bien. Et il existe 2 types. Si tous les citoyens sont d'accord pour foutre le bordel et pas garantir les libertés, il faut qu'il y ait derrière 2 des 3. Voilà. Okay. Il existe aussi 2 types de dictatures différentes. La dictature révolutionnaire. Et la France du colonel. C'est pour précipiter le changement, par exemple Fidel Castro. Et il y a une dictature conservatrice, c'est pour empêcher le changement, par exemple. Et garder les privilèges. Ou Bachar al-Assad. Okay.
Très ou bien. Kabila. On a plein des comme ça. Ça marche, très bien. Donc, tu vois qu'on est calé. Ouais, super. Un pour tout le monde, ça me fait plaisir. Et bah dis donc. Donc, on passe aux règles du jeu. Les puntos. Ouh là 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 là. Alors, tout à l'heure. pour la règle du jeu, allongez-vous tranquillement. Non, ça va être facile. Je vais vous poser, il y a 3 rounds. Ok. Jusque-là, tout va bien. Vous comprenez? Ouais. Ok. Ok, 3 rounds. Vous aurez chacun une question. Enfin, je vais d'abord commencer par Juan. Il va poser une question. Qui prend des notes? Après, ça va être Ilias, je te pose une question. Camille, je te pose une question. Maïva, je te pose une question. Maintenant, ils connaissent dans quel ordre on Et on revient. Oui, parce que j'ai abandonné l'histoire de qui commence en premier. Et après, on revient. Ok, donc Ok. en fait, on tourne. On tourne. Très, très bien. Voilà. Je vais vous demander, je vous l'ai déjà dit en off, mais là, il y a des preuves, je vous le redis. Arrêtez de me casser les couilles. Arrêtez de me casser les couilles. Je vais vous poser la question, vous me répondez par Ok. vrai ou faux. Surtout, ça va être le premier thème. Et si vous voulez revenir sur quelque chose, Plus on y tard. reviendra après la fin des questions. Ok, donc en gros, si je synthétise, Vas-y. il y a 3 rounds pendant lesquels tu vas nous poser des questions tour à tour et on n'a pas le droit de t'interrompre, mais on peut discuter si on a des questions entre les rounds. C'est parfait, Ilias. Et on répond par vrai ou faux. On passe au premier thème. On n'a pas les droits. Ça n'existe plus, ce jeu. Donc, Donc, Ça change rien. le premier thème, ça va être des questions qui sont autour de la Corée du Nord. Ok. Donc, règle simple, vous répondez par vrai ou faux. Oui, Ok. Tout simplement. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. C'est parti. Juan, il est interdit de danser le Gangnam Style en Corée du Nord. Vrai. Ilias, il est interdit de téléphoner à l'étranger. Vrai. Correct. Camille, les hommes ont le choix qu'entre 10 coupes de cheveux différentes. Vrai. Correct. Maïva, la sœur de Kim Jong-il s'appelle Kim Jong-el. Faux. Bien joué. Juan, il est interdit de boire du coca. Vrai. Correct. Ilias, tu risques la peine de mort si tu regardes un porno en Corée du Nord. Faux. Faux, c'est vrai. Ah merde. Je pensais qu'on avait dit Ça devient compliqué. Camille, est-ce que la phrase suivante est une vraie phrase de propagande? Le riz et le socialisme sont de l'engrais. Faux. C'était vrai. Oh merde. Maïva, il est interdit de posséder une voiture en Corée du Nord. Vrai. Correct. Juan, les chauffeurs de bus sont obligés d'avoir un bobblehead à l'effigie de Kim Jong-il. C'est faux. Correct. Ilias, bonjour en nord-coréen se dit gloire à Kim. Vrai. Faux. Oh là, Camille, c'est Juan qui il m'a est, soufflé une il fausse est réponse. interdit d'avoir plus d'un chat chez soi. Vrai. Faux. Merde. Maïva, il n'existe que 3 chaînes de télévision, dont 2 qui ne fonctionnent que le week-end. Vrai. Correct. Juan, il est interdit de choisir son métier en Corée du Nord. C'est faux. C'est vrai, donc c'est faux, c'est vrai. Pas de point. Vous allez voir, Tu Ilias, peux choisir ton métier en Corée du Nord. Ilias, il est interdit de porter un jean en Corée du Nord. c'est vrai. C'est correct. Camille, la boussole n'indique pas le sud en Corée du Nord. C'est faux. C'est correct. Non. Maïva, Non, ça n'a pas de sens. la tenue traditionnelle des dirigeants nord-coréens est inspirée directement de la tenue des Jedi. Je sais pas. C'est faux. Correct. C'est un truc américain. Juan, les seules casquettes autorisées à être portées sont de couleur rouge. C'est faux. Correct. Ilias, il est interdit de jouer de la musique en Corée du Nord. C'est faux. C'est vrai. Donc tu n'as pas de point. Camille, il est interdit de s'appeler Kim en Corée du Nord. C'est vrai. Correct. Maïva, il est interdit de passer l'aspirateur en présence de son fils. Vrai. C'est faux. Juan, il est interdit de quitter la Corée du Nord. Ça dépend, mais c'est vrai. Correct. Ilias, le point commun entre Kim Jong-un et Poutine, c'est que tous les deux aiment jouer à la pétanque. C'est faux. Correct. Camille, il est interdit de boire de l'alcool en Corée du Nord. C'est faux. C'est vrai. Maïva, la durée de deuil suite à la mort de Kim Jong-il était de 3 semaines. Faux. C'est correct, c'était de 100 jours. Juan, est-ce que la phrase suivante est une vraie phrase de propagande? Si l'ennemi ose envahir notre pays, il n'y a plus le temps. Alors là, c'est le moment où on peut discuter. Allez, discutons. Parce que figure-toi qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas vrais. Alors, typiquement, en Corée du Nord, tu ne peux pas choisir ta classe sociale. Elle t'est attribuée et tu peux éventuellement évoluer de classe sociale après beaucoup de travail, mais tu n'as pas de métier imposé.
en Corée du Nord, tu peux avoir une voiture sous réserve d'être en fait un chauffeur du parti. Oui, non, mais justement, c'est en tant que citoyen. Si t'es citoyen, t'as le droit de prendre juste le bus. En fait, ce ne sera jamais ta possession, puisque c'est le principe de ce gouvernement, mais tu peux avoir une voiture, c'est juste que ça devient sauf si t'es quelqu'un d'important. Si t'es quelqu'un d'important, alors, tu as le droit. Oui, mais tu ne conduis pas en fait, tu as un chauffeur qui... Le fin mot de cette histoire, donc, c'est que qui a gagné, qui a perdu. Non, mais du coup, pour les voitures. Ah non, mais tu peux avoir une voiture, c'est juste que ça devient ton métier. Oui, mais c'est pas ta voiture. Rien ne t'appartient. Oui, donc globalement, c'était ça. Après, sur les autres questions, je ne sais pas. Le problème, c'est que ça allait tellement vite, j'en ai oublié plein, mais il y a pas mal de trucs où c'est pas exactement ça. La musique. Ok, peut-être que je me suis trompé. C'est pas. Bref, je vous ferai un sujet sur la Corée du Nord, Lucas. Donc, qui est le maillon faible? C'est Ilias. Ah, chier. Et je suis désolé, Laurence Boccolini a quelque chose à te dire. Tu fais très très bien, Laurence Boccolini. Tu es le maillon faible. Allez, salut. Je trouve que tu fais mieux Laurence Boccolini que Laurence Boccolini. N'oubliez pas de nous envoyer 5 étoiles sur iTunes. Oui, parce que moi, je vais arrêter l'enregistrement. Enfin, fallait pas me... Donc, Ilias, tu es éliminé. On passe au deuxième round. Et le thème, c'est les citations qui sont plus ou moins en rapport avec une dictature. On est toujours sur du vrai ou faux ? Non. Là, je vais vous poser une question. Est-ce qu'un dictateur a déjà dit ? Vous me dites oui ou non. Ou qui a dit machin ? Vous aurez la possibilité entre deux personnes, deux dictateurs. Ok. Vous êtes prêts ? Ouais. Ready, steady, go. On attaque. Juan, est-ce qu'un dictateur a déjà dit lance-roquettes et fusil d'assaut, j'ai ramené toute ma délégation ? Je dirais oui. Faux, c'est Caris. Camille, est-ce que c'est Pol Pot ou Staline qui a dit la phrase suivante ? La mort résout tous les problèmes, plus d'hommes, plus de problèmes. Staline. Ouais. Bonne réponse. Maïva, est-ce qu'un dictateur a déjà dit les droits de l'homme sont des privilèges de riches ? Vrai. Vrai, c'est Kim Jong-il. Juan, est-ce que quelqu'un a déjà dit, un dictateur a déjà dit, moi aussi j'étais un aventurier jusqu'à ce que je me prenne une balle dans le genou ? C'est faux. C'est faux, c'est dans le jeu vidéo de Skyrim. Oui. Camille, est-ce que c'est Franco ou Al Capone qui a dit la phrase suivante ? On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'un mot gentil tout seul. Al Capone. Bien joué. Maïva, est-ce que c'est Bachar al-Assad ou Hitler qui a dit « Aucun gouvernement dans le monde ne tue sa population à moins d'être un fou ». Bachar al-Assad. Bonne réponse. Juan, est-ce que c'est Pinochet ou Bush qui a dit « Si nous étions en dictature, les choses seraient plus simples, du moment que ça serait moi le dictateur ». J'ai envie de dire aucun des deux, je vais dire Pinochet ou Bush off the record. C'est Bush. Off record. Lequel ? À quelle occasion il a dit ça ? Non, mais puis quel Bush, père ou fils ? Fils. Ouais, ça on s'en serait douté, mais à quelle occasion ? Je sais pas, j'ai pas cherché non plus. Je sais pas. Voilà, il fallait trouver des trucs qui n'étaient pas... parce que si c'est pas off the book, si c'est quelque chose qui a été enregistré, j'aimerais bien savoir à quelle occasion quand même. Je sais pas, l'actuel il est une bonne tartine aussi, donc bon. Tiens, rien que pour ça, Juan... Tu es le maillon faible. Bah oui, j'ai vu. Ouais. Au revoir. C'est cruel. Alors, j'avais Staline et Bachar, mais j'avais pas Caris. Désolé. Donc, maintenant, la finale va se jouer entre Camille et Maïva. Elle est forte, Maïva, en plus. Hein. Mais oui. Je me méfie, moi. Allez, on passe maintenant au duel. C'est parce qu'avec Juan, on est trop socialiste pour ça. Donc, tu sais, bon. Non, c'est parce qu'on est mauvais. C'est mauvais. La question n'est pas là. Donc, le troisième thème, c'est les statistiques et les faits. Les faits... Les faits avec la baguette ? Ah putain. C'était pourquoi le chut, à ton avis ? Donc là, ça va être tranquille, il n'y a pas de rapidité ou quoi que ce soit. C'est le duel. Camille. Faut vraiment que t'arrêtes de regarder la télé. Est-ce que tu peux classer dans l'ordre les dictateurs du plus sanguinaire au moins sanguinaire ? Bill le sanguinaire ? Hitler, Staline et Mao Zedong. Tu parles en termes de nombre de victimes ? En millions de victimes. Ok. Parce que oui, ça se compte. Après, le gaz, ça fait pas des... C'est rien. Ok. Et Hitler, Staline et Mao Zedong. Faux. C'est Mao Zedong avec 78 millions, Staline avec 23 millions et Hitler avec 17 millions. Vraiment à l'envers. Quel petit joueur. Non. Comme quoi, les billets de l'éducation nationale. On va pas commencer à dire qu'il a fait le travail à moitié. Non, on se détend sur l'apologie des dictateurs.
Maïva, vrai ou faux? Les sandales de Pol Pot ont été mises aux enchères à 500 000 $. Vrai. Vrai, mais elles se sont pas vendues parce que c'était quand même considéré comme pas bien. Ouais, comme super cher, c'est une de merde quoi. Donc, Maïva, tu mènes. Camille. Oui. Classe dans l'ordre croissant. Les dictateurs qui sont restés le plus longtemps au pouvoir, donc du plus longtemps au moins longtemps. Bouteflika, Paul Biya, donc c'est le président du Cameroun, et Robert Mugabe, celui du Zimbabwe. Mais genre, je connais la durée de règne du Cameroun et Hey, du t'es Zimbabwe, historienne quoi. ou t'es pas historienne? Merde. Non, mais merci, je suis pas Non, spécialisée non, sur mais l'Afrique noire, quoi. Il y Enfin, a des questions un peu inégales, on va pas se le cacher. on va pas se mentir, quoi, entre Ton les temps sandales est- de Pol Allez, Pot et... allez. Ok. Zimbabwe, Cameroun et Boutef. Bien joué. C'est genre tout ça, genre, j'ai pas révisé. Ah non, Allez, je me suis trompé. Ah, C'était merde. Cameroun, Zimbabwe. Tu me donnes quand même Non, le non. point pour le faux espoir. Excuse-moi, c'était Paul Biya, 35 ans, Robert Mugabe, 30 ans, et Bouteflika, 19 ans. On rigole beaucoup trop sur ce sujet. On Maïva. devrait pas. Oui. À toi de classer dans l'ordre les victoires des dictateurs avec le plus de pourcentage lors de leurs élections. Qui a mieux géré les urnes? Chirac, 81%. Bouteflika, Ah, De Gaulle. Bachar al-Assad, ou Ismaël Omar Guelleh, c'est Djibouti. Ah ouf. Bachar al-Assad, Djibouti et... Et l'autre là. Voilà. Non, tu te trompes. Première position, c'était Bouteflika avec 90,2%. Quel homme. Bachar al-Assad. Avec Ça va l'apologie là? J'avoue. Avec 97,6% de vote pour lui. Et Monsieur Omar Guelleh a eu le droit à 100%. Ah, D'accord. parce qu'ils ont fait une élection. Oui. Et j'imagine 0% d'abstention. Tout le monde s'est levé pour aller voter, genre allez, c'est parti. Camille, à toi. Ouais. Quel est le vrai nom de Pol Pot? J'aime bien ce type-là. Paul. Donc, non, son vrai nom. Paul Po. Donc, juste pour info, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est le dictateur du Cambodge. Ouais, par contre, t'as dit que tu l'aimais bien. Là, ça Ouais. me perturbe Ouais, plus. j'ai des posters de lui. Bref, est-ce que c'est Sadig Sur? Est-ce que c'est Salot Sar? Est-ce que c'est Samuel Slalom? Ou est-ce que c'est Shabbat Shalom? Et est-ce que La c'est deux. mon Samuel gars L. Jackson. Salot Sar? Ouais. Bonne réponse. Maïva, Ouais. quel est le surnom de Mussolini? Il Bello ou Il Duce? Duce. Bien joué. Mais. Bah oui, moi je savais pas. Camille, quel est le surnom de Fidel Castro? El hombre del pueblo ou El comandante? Comandante, j'ai envie de Ah, te dire que si. c'est Che Guevara, moi, C'est donc que je te dirais le premier. Hein. El hombre del pueblo? Mais je sais pas ce que ça veut dire. Si, l'homme L'homme du du peuple. peuple. Oui, l'homme du Ouais, peuple. voilà. Eh ben non, Ok. c'est moi qui l'ai inventé. Ah merde, c'est aussi le commandant? El comandante. Bah il y en avait trop, c'est pas possible. Maïva, Arrête. le surnom de Kadhafi, le frère guide ou le guide suprême? Le guide suprême. Non, c'était le frère guide. Putain, interminable Frère ce quiz. Oui. Camille, le surnom de Mao Zedong. Est-ce que c'est le grand René. timonier ou le leader de vin? Le grand timonier ou le leader de vin? Mm. Le grand timonier. Bien joué. Bien. Maïva, Oui. vrai ou faux? Sous le régime de Pinochet, on utilisait la musique de Dalida et de Vous les femmes comme instrument de torture de Julio Iglesias. Ah, j'en ai aucune idée. Je vais dire vrai. Vrai. Boum. Je serais vraiment curieux d'avoir tes sources quand même. Le Monde. Eh ben on a une gagnante. Mais bah. Ah. On a une gagnante. Bravo. C'est Bravo. On applaudit. Waouh. Et attendez, elle a quand même gagné quelque chose. Hein. Ah oui. Elle a gagné un Y a très un très lot. beau cadeau que je vais offrir tout de suite. J'ai pas eu le temps de l'emballer, donc je l'ai mis Ça, c'est dans... Bah, dans Papier du alu. papier d'alu, ça fait pas de bruit au micro, c'est parfait. Crêpes. Ça, c'est la croix de... Carré. Qu'est-ce Il que achète c'est les invités avec des cadeaux, Hicham. Ça, c'est la croix de mon papy. Et puis, Félicitations. c'était un super soldat. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Oh waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? La Franche-Comté. Ah, putain, Histoire et civilisation Putain, j'ai de vu un- Louis Renard. Mais c'est quoi ce grimoire? Mais c'est quoi cette Ah, sur- édition Surtout, de... j'ai vu un livre vieilli avec de un blason 1500. derrière, j'ai eu une crainte d'un coup là. Attendez, je regarde juste. Ah, je me suis senti pas bien. Édition Alors, de 1943 En parlant de quand même, hein. dictateurs, tiens, j'ai ce bouquin qui est interdit. Mais écoutez, elle va finir dans un cabinet de curiosité, je crois. Hein, Ah. parce que là, Et puis en hiver, ça marche très bien, tu verras. Ça... le petit effet vieilli, tout ça, c'est sympa. Ah, c'est pas que un effet, je crois.
Tu sais, ça lit pas beaucoup de bouquins par là. Il doit y avoir l'odeur en plus. Je confirme. Ça sent le vieux livre. Ouais, j'aime bien l'odeur des vieux livres. Merci beaucoup. Tu as bien raison. Ouais, je t'en prie. Mais merci à toi, c'est toi Oui. qui as remporté ce prix. Bravo. Pouvoir se culturer avec ça. Eh bien, ce magnifique quiz qui malheureusement nous a rappelé des statistiques Ça allait vite, bien hein. flippantes sur les dictateurs. C'est marrant, du coup on a soulevé plein de points qui sont hyper graves et hyper intéressants, mais en mode machine gun. Ouais, c'est un quiz. C'est vrai qu'en Bah, c'est le en débat on aurait pu passer beaucoup de temps Ouais, sur ouais. plein de points. Mais je de la pense vraiment dictature. faire un sujet sur Les plus- dictatures ouais, de manière vraiment. générale. Moi je pense que je vous parlerai de la Corée du Nord parce que pour le coup j'ai beaucoup lu sur la Corée du Nord, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et surtout avec l'actualité il y a beaucoup de choses à aborder. Ah, parfait. Parce que j'ai l'impression que depuis genre 3 jours tout le monde s'intéresse à la Corée du Nord alors ça. que jusqu'à maintenant à part Pas vraiment. Mais si, il y a plein de j'arrive trucs. pas à finir cette phrase mais très bien. Merci. Parler passionné. Non mais si carrément, vas-y balance. Et moi j'avais un petit truc sur l'ONU dans ma besace, donc ça viendra peut-être plus tard, mais il y a plein de trucs politiques à faire qui seraient bien coolos. Nous verrons. Comprendre tout ça. Mais du coup, tout ceci va mettre fin à notre épisode. Il faut, hein. Ce fut une fois de plus un sincère plaisir de vous accompagner pendant votre lessive, pendant votre ménage, pendant Votre courses, trajet en métro. pendant votre travail. Vos trajets en métro parce que tu peux pas le faire en un seul trajet sauf si vraiment tu bosses à Clermont-Ferrand. Eh ben peut-être. Ou si le métro est bloqué. Non, mais voilà, c'était toujours un énorme plaisir. Encore une fois, c'est tout à fait sincère, mais on est très content que vous nous envoyez des petits messages. C'est vraiment tout à fait régulier et tout à fait touchant. Puis on voit que vous nous recommandez de temps en temps, donc ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est cool. Ouais. C'est pour ça qu'on espère, on vous le rabâche un petit peu, mais on espère qu'on pourra vous voir le 25. Parce qu'en fait, ce sera l'occasion que vous nous payiez des coups, de vous payer des coups, que vous nous repayez des coups. Non, mais voilà, ce sera l'occasion de vous rencontrer, de discuter, donc c'est vraiment cool. Puis les gens qui voulaient casser la gueule à Hicham. Voilà. Pourquoi moi? Ouais, venez tous d'un coup, parce que sinon, j'ai pas vous êtes tous vous accueillir. En fait, on te montre pas tous les messages qu'on reçoit, mais bon, là qui était un petit peu limite. Merci à Maëva. Oui, Ah oui, merci, carrément, Maëva. merci pour ta Maëva. venue. C'était passionnant. Merci à vous. Et voilà, en plus, tu as gagné un cadeau, donc Rappelle-nous Ouais, le nom. Franchement, Par contre, il faudra que tu me le rendes parce que je l'ai Studiolo. juste emprunté à une Studiolo. bibliothèque. Non, Studiolo, on mettra les liens sur les communications des réseaux sociaux. oui, merci beaucoup. Et en plus, il me semble que oui, tu vends tes œuvres, donc si vous voulez C'est ça. acquérir certaines de ces œuvres. Un papillon Et empaillé. c'est beau, hein. Ouais, non, C'est pas vrai, empaillé, Comment on c'est dit naturalisé. 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 Voilà. Parce qu'empaillé, on met de la paille dedans. Et oui. De Et fait. tu rentres pas Un beaucoup de brin de paille paille. dans un papillon. Voilà. Et oui, là, c'est compliqué. Donc bah voilà, encore merci. Puis c'est tiens, exemple parfait, c'est Maïva qui nous a contacté pour nous dire qu'elle voudrait bien venir nous parler de ça. Et on a trouvé le sujet super prometteur. Cool. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions de sujets. On a quelques personnes, comme le dénommé Lloyd, qui nous a proposé un sujet sur le volleyball qu'on fera un de ces jours. Oui. et on a... J'avais pas l'info. Très bien. Si, je vous l'avais envoyé. Eh ben, pourquoi pas. Et on a aussi un article de Lloyd sur son blog, il me semble, qui s'appelle Ah oui, readme.txt, d'accord, Ouais. j'avais pas fait le lien. en effet. Redme TXT, qui nous a fait une petite interview, donc on vous partagera ça sur les réseaux également. Donc c'était très gentil de sa part. Ou apparemment on a un brassage ethnique Oui, dans notre podcast. Mais il a pas tout à fait tort. En Mais c'est vrai. C'est En vrai. vrai, c'est suffisamment louable. Suffisamment louable, non, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Ça passe, il est tard. Voilà, et du coup, tiens, pour clore cet épisode, on vous embrasse encore énormément. Et On vous oui, remercie merci pour pour vos tout. likes, vos commentaires, vos partages. Si vous avez un contact, une 5 petites étoiles, ça nous fera plaisir. Et puis, portez-vous bien, intéressez-vous, critiquez-nous. Et C'est pour ça. voilà, bienvenue. Et maintenant, Bisous. On se retrouve bientôt. on fout. Salut. Dis-tu une connerie? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.